parti. Et hop, j'allume les micros. Est-ce qu'on a le micro d'Agatha? On a le micro d'Agatha. Est-ce que vous... 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous entendez Agatha? Je dois dire des trucs. On va voir un petit peu comment ça se passe. Il y a de l'écho. Ah, fichtre diantre et corne gidouille. Je pense que je sais pourquoi. Est-ce qu'il y a encore de l'écho après ça? Normalement, il n'y a plus d'écho. Hey. C'est la fête. Great. Merci beaucoup. Bienvenue aux 2 personnes qui nous regardent. Wouhouhou. On est bien. C'est succès. Qu'est-ce que tu bois? Je bois un thé vert japonais qui a un nom très long que j'ai toujours peur d'écorcher, qui est un Tamarillo Kusha Yonkon. Effectivement, Voilà. c'est un nom très très long. C'est pas facile, mais c'est un thé vert japonais. D'accord. Très très bon. Eh ben, j'ai fait comme toi, parce que moi je suis sur un Genmaisha, qui est un mélange Excellent. de sencha et de matcha, je crois. J'aime beaucoup le Kimchi. Genmaisha, mais voilà. Et j'ai pris une tasse oiseau, donc je suis désolée pour Marie qui voulait que je ramène ma tasse salamandre, mais j'ai ramené une tasse avec plein d'oiseaux qui volent et un manchot qui a des petites prothèses steampunk pour voler avec ses copains oiseaux. Voilà. Eh ben, chill. Au retour du salon de thé, Chill. avec la meilleure des invités. La meilleure des hôtesses. Merci beaucoup. Bienvenue donc à nos 2 followers. Allez chercher des gens, s'il vous plaît. Où sont les autres? Il y a beaucoup d'écho. On va parler aujourd'hui pour ce 9e épisode du Salon de thé avec Agatha du Nid de Pie, de la thèse, de cet épisode traumatisant qu'est la thèse, et d'une option qui pourrait aider à mieux la vivre, qui est de vulgariser autour de sa thèse. Si vous avez des expériences de thésards qui ont souffert à partager dans le chat, n'hésitez pas. On va rebondir dessus, on va commenter, et puis on va voir un petit peu, on va se questionner un peu sur qu'est-ce que la vulgarisation peut apporter à un thésard, non seulement dans sa vie de comment je monte mon rocher au haut de la colline, mais aussi a posteriori en tant que futur chercheur. Agatha, est-ce que tu peux nous dire brièvement qui tu es, ce que tu fais? Eh bien, je m'appelle Agatha Liévin-Bazin dans la vraie vie, souvent sous pseudonyme Agatha Magpie sur les internets. Dans la vraie vie, donc on va y revenir longtemps, mais j'ai une formation en éthologie, donc j'ai fait une thèse sur, on va y revenir plus tard, mais sur le comportement des oiseaux, que j'ai fini fin 2017, décembre 2017, et ensuite en fait j'ai fait une courte formation à la vulgarisation scientifique, et depuis j'alterne plein de petites choses. Je travaille en indépendante comme vulgarisatrice, du coup je fais des conférences, des fois je fais du live sketching, des illustrations, plein de choses très différentes. Et à côté de ça, à mi-temps, je travaille à l'Heuré Café à Toulouse, qui est un lieu de rencontre des esprits, de gens qui se croisent pour partager les sciences et la connaissance à Toulouse. Si vous aimez les gens qui passent sur le salon de thé, il y a de fortes chances que vous appréciez les gens qui se trouvent à l'Heuré Café. Je vous recommande vivement d'y aller, ne serait-ce que pour croiser notre merveilleuse Agatha. Je parle d'animaux sur commande. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur quoi a porté ta thèse et comment, ce que ça impliquait de travail sur le terrain, d'emploi du temps, etc. Alors, tout à fait. Alors, ma thèse, bon, alors, je ne sais pas s'il faut revenir dessus, mais déjà, j'ai galéré pour la décrocher. Parce qu'avoir une thèse, c'est pas facile. Mais bon, tu me dis si on revient sur la mécanique pour décrocher une thèse ou non, ça peut être un peu obscur et un peu intéresser un public de niche. Donc, je sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais j'ai commencé ma thèse après pas mal de galères, puisque je l'ai pas eu tout de suite après mon M2. J'ai fait 1 an où j'ai essayé de trouver des financements toute seule qui n'ont pas marché. J'ai refait un M2 dans le labo où je voulais avoir ma thèse. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Mais du coup, il s'est passé 2 ans entre la fin de mon Master 2 et le début de ma thèse. Et le sujet de ma thèse portait sur... Alors, je vais peut-être donner les mots... On va faire de la vulgarisation, les mots barbares et ce qu'ils voulaient vraiment dire. C'était prosocialité, cognition sociale et empathie chez les psittacidés et les corvidés. C'est-à-dire, prosocialité sont tous les comportements pour venir en aide aux autres.
Donc, par exemple, le partage alimentaire, on donne de la nourriture, ça améliore le bien-être de l'autre, tout ce qui est coopération, échange, etc. Cognition sociale, c'était voir surtout en fait la force des liens entre mes oiseaux. Qu'est-ce que ça faisait qu'ils soient en couple, qu'ils soient amis, qu'ils soient frères et sœurs, comment ça allait impacter leur façon de se comporter. Et tout ce qui est empathie, donc le comportement, enfin l'empathie c'est aussi un sujet un peu complexe, mais en gros c'est comprendre les émotions des autres et y réagir de manière appropriée. Donc j'ai fait ça, et après, bon, le titre de ma thèse, ça fait très grandiloquent parce que c'était corvidés et psittacidés, donc ça veut dire toute la famille des corbeaux, toute la famille des perroquets, mais en 4 ans, puisque ma thèse a duré 4 ans, j'avais pas le temps de tout faire, donc j'ai juste travaillé avec des perruches calopsites, qui sont donc des petites perruches à joues rouges avec une petite crête qu'on peut trouver facilement en animalerie, et des choucas des tours, qui sont des petits corbeaux, qui eux étaient dans mon second laboratoire en Allemagne. Voilà, et j'ai fait ça pendant 4 ans. Alors, il y a déjà une réaction dans le chat qui est un petit peu hors sujet, mais je te laisse rebondir dessus si tu le souhaites. C'est Miaouet Kikilol qui dit, alors peut-être troll, l'empathie c'est humain. C'est un vaste débat tout de suite. On attaque sur les charbons ardents. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Après, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Et au sein même de la communauté scientifique, il y a encore des débats très vifs sur la question de l'empathie. Après, tout dépend aussi de la définition que l'on a de l'empathie. Moi, la définition que j'ai beaucoup utilisée dans mes travaux, c'était celle d'un primatologue célèbre, qui a fait d'ailleurs beaucoup de vulgarisation, qui s'appelle Franz de Waal, et qui définit plusieurs niveaux plus ou moins complexes. Le plus simple, c'est la transmission plus ou moins automatique des émotions. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément ce que l'autre ressent, mais on est touché. Par exemple, l'exemple le plus classique, c'est quand on voit quelqu'un bâiller, on a envie de se mettre à bâiller. Et pour lui, c'est la base de l'empathie, parce qu'il y a une sorte de mécanique qu'on ne connaît pas encore très bien, qui fait qu'il y a une réaction en miroir. On voit quelqu'un exprimer quelque chose, et on le ressent aussi au fond de nous. Mais ça peut être aussi tous les oiseaux qui vont s'envoler d'un coup parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont entendu un bruit d'un prédateur. Ça aussi, ça rentre dans ce premier niveau le plus simple d'empathie. Et ça, il y a quand même plein d'exemples qui vont dans le sens. Mais pour les niveaux les plus compliqués, qui sont la prise en compte de l'autre, l'aide spécifique, par exemple un animal qui est bloqué dans un arbre et on va voir un autre animal qui va l'aider à en descendre parce qu'il a compris quel était son problème. Ça a été observé à plusieurs reprises, notamment beaucoup chez les chimpanzés parce qu'ils sont très proches de nous. Et donc, en bon humain, un petit peu anthropocentré, on s'intéresse beaucoup aux primates qui nous ressemblent. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi des comportements de consolation qu'on a pu observer aussi bien chez les éléphants et les primates que chez les corbeaux, où quand il y a une dispute au sein du groupe, les animaux vont passer du temps à se toucher, en étant proches l'un de l'autre, sans doute pour apaiser les tensions. Mais il y a encore plein de choses à étudier. Mais pour le coup, il y a quand même une large bibliographie depuis au moins une vingtaine d'années qui va dans le sens de l'empathie. Il y en a aussi chez les autres espèces animales. Merci d'avoir rebondi là-dessus. Alors pourquoi il y a des gens qui ont moins d'empathie que d'autres? Alors ça, c'est un autre débat, Miaouet Kikilol, qui fera l'objet peut-être d'un autre salon de thé. Mais on va revenir pour l'instant sur ta thèse, donc sur ces 4 ans de recherche. Comment est-ce que ton temps était divisé du coup entre, mettons, la rédaction d'un côté dans un bureau posé et le terrain, et qu'est-ce que ça représentait comme masse de travail quotidiennement en heures et aussi en investissement énergie, parce qu'on peut passer 8 heures au bureau sans dépenser la même énergie en fonction de ce qu'on fait? Alors, c'est une question très compliquée. C'est une question qui revient souvent quand les étudiants demandent à quoi ça ressemble au quotidien d'un thésard. Et c'est une question très compliquée, parce que selon les périodes de la thèse, moi, j'ai pas fait du tout les mêmes choses. Déjà, ce qui était compliqué, c'est que, mais c'était un petit peu mon choix aussi, c'est que j'ai vraiment démarré ma thèse de zéro. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la thèse, les perruches chaopsites sur lesquelles j'avais travaillé pendant 4 ans n'étaient pas au laboratoire. J'ai dû les acheter chez un éleveur, faire tout le travail d'habituation à l'être humain, le fait de les socialiser, etc. Donc je suis vraiment partie du point zéro, ce qui n'était pas forcément le plus futé quand on n'a que officiellement 3 ans pour faire une recherche, parce que ça prend du temps. Au niveau de l'organisation, bon déjà, je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre qu'entre le moment où on rédige un projet pour dire donnez-moi de l'argent, je vais faire des choses intelligentes pendant 4 ans, et le moment où on fait réellement les choses et le moment où on finit la thèse, souvent le projet de départ n'a plus rien à voir. Enfin, moi au tout début, je voulais tester ce qu'on appelle la théorie de l'esprit et tout ce qui est test du miroir chez les animaux. Donc c'est par exemple, est-ce que les animaux comprennent que le reflet dans le miroir est le leur? Qu'est-ce que ça implique comme compréhension de soi, etc.
Et la théorie de l'esprit, c'est aussi comprendre les intentions, les perceptions des autres individus. Mais c'est excessivement difficile à tester. Je m'en suis bien rendu compte. Donc j'ai aussi testé plein de trucs qui n'ont pas fonctionné, qui ne sont pas dans ma thèse finale. Donc au niveau du temps, oui, il faut que tu me recadres. Si je parle pour l'instant, on est dans le thème, on est bien. Super. Au tout début, le plus sage en général, c'est de faire de la biblio. Quand on n'a pas eu le temps de trop potasser le sujet, c'est d'essayer de s'assurer que les expériences qu'on a envie de faire n'ont pas déjà été faites moult fois, ou en tout cas essayer de voir ce qui a déjà été fait pour voir comment on peut l'améliorer ou continuer dans la suite de ce qui a déjà été fait. Donc moi, les premiers mois de ma thèse, j'ai cherché mes oiseaux, je suis allée les acheter, j'ai cherché chez les éleveurs, donc il y avait tout ce côté aménagement, et il y avait ce côté de bureau. Je faisais beaucoup les deux. Alors, pour préciser aussi, c'est que j'étais en co-tutelle, donc j'avais une partie de ma thèse qui était en France, à Nanterre, au laboratoire où j'étais affiliée, et une autre partie qui était en Allemagne, près de Munich, où il y avait les choucas. Il faut aussi préciser que moi, en fait, j'ai jamais vraiment fait de vrai terrain. C'est-à-dire que mes oiseaux, soit ils étaient dans une volière, dans un labo, à Nanterre, donc c'était pratique pour moi parce que mon bureau était au bout du couloir et les oiseaux étaient à 20 mètres. Donc je pouvais aller les voir autant que je voulais, passer la journée assise dans leur volière si je voulais. Et en Allemagne, c'était plus des conditions de semi-captivité parce qu'ils étaient dans des volières en extérieur, mais ils étaient aussi toujours proches du labo où il y avait mon ordinateur, mon bureau, etc. J'ai jamais fait de vrai terrain où on part 6 mois sous une tente dans la campagne battue par les vents. Donc, mais j'avais cette séparation des tâches. Donc oui, au début, il y avait vraiment beaucoup de temps passé avec les oiseaux. Les oiseaux sont arrivés fin octobre. J'ai commencé officiellement ma thèse début septembre, même si mon contrat doctoral a commencé plus tard, mais l'idée, en gros, j'étais au labo en septembre. Les oiseaux sont arrivés fin octobre et j'ai fait beaucoup de biblio, de temps passé avec les oiseaux, jusque peut-être janvier, février. Et ensuite, il a fallu se lancer, il a fallu lancer une première expérience, et j'ai attendu peut-être Pâques de la première année, donc presque 6 mois après le début de ma thèse, pour lancer ma première expérience, qui était sur le partage alimentaire, en recrutant des alliés, des stagiaires qui m'ont aidée, parce que pour la plupart de mes expériences, il fallait être à plusieurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui filme, parce que toutes mes expériences, donc c'est du comportement, donc c'est pas du tout invasif, parce que même si je dis que je travaille en laboratoire avec des animaux captifs, mes animaux étaient en totale liberté, on leur mettait pas d'électrodes sur la tête ou ce genre de choses. Mais par exemple, mon expérience était toute simple, je devais donner des petits morceaux de nourriture qu'on avait préalablement étudiés pour savoir s'ils préféraient une nourriture plutôt qu'une autre. Et il fallait qu'il y ait une personne qui donne la nourriture et une autre personne qui filme. Et ensuite, il y a toute la phase d'analyse des données, c'est-à-dire qu'on regarde les vidéos pendant des heures en slow motion, et on revient en arrière, on dit au bout de combien de secondes cette perruche a lâché son morceau de fenouil, et on le note dans un petit fichier. Et donc ça, c'était la première année. Alors aussi, un autre détail, c'est que donc, voilà, majoritairement, il y a ce temps passé avec les oiseaux, on fait des expériences, on les réfléchit en amont, parce qu'avant de se lancer, il faut bien réfléchir au protocole, il ne faut pas faire de bêtises, il faut essayer d'éliminer le plus de billets possible, que ce que l'on mesure, c'est bien ce que l'on pense que l'on va mesurer, ce qui n'est pas simple du tout, surtout que souvent on réfléchit à plein de trucs, et puis on arrive avec les animaux, et puis on se rend compte qu'ils ne font pas du tout ce qu'on avait l'intention qu'ils fassent, et il faut s'adapter. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, avec mon expérience toute simple de bout de carotte et de bout de fenouil, il y avait des oiseaux plus craintifs que d'autres. On ne pouvait pas s'approcher d'eux de la même façon que les autres membres du groupe, parce que si on était trop près d'eux, ils s'envolaient parce qu'ils ne voulaient pas être trop proches. Donc, il fallait trouver 2-3 astuces. Et oui, ma première année de thèse, c'était beaucoup ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de la deuxième année de thèse, donc il y avait toujours les expériences, les trucs à analyser, parce que le but, c'est qu'une fois qu'on a toutes nos vidéos, ensuite on les analyse, on regarde au bout de combien de secondes la perruche lâche son bout de carotte. Ensuite, on fait des statistiques pour savoir s'il y a des tendances significatives qui sortent du lot. Est-ce que les animaux partagent plus entre frères et sœurs ou non, etc. Et à partir de la deuxième année, j'ai donné cours à la fac. Donc j'avais 64 heures dans l'année, pendant ma deuxième et ma troisième année. Et donc, ça demandait du travail autre, où il fallait que je prépare des cours, même si mes collègues du labo avaient été très sympas parce que 98% du cours était fait. Je pouvais récupérer leur support, mais quand tu es l'enseignant, il vaut mieux que tu t'appropries plutôt bien ce que tu vas enseigner. Donc moi, je refaisais mes PowerPoint avec mes propres images, mes films, etc.,
pour essayer de transmettre ça aux Puis ça étudiants. reste une Donc, profession à prendre aussi, de toute façon, l'enseignement. C'est encore autre chose. c'est ça. C'est ça. Et même si on a été accompagné, il y a un moment donné, on se retrouve toute seule devant une classe. Alors moi, j'avais beaucoup des premières années de licence, mais j'avais aussi des TP avec des troisième années de licence, donc des TP de 4 heures. Et donc il fallait que je leur présente le matos, ils devaient faire des expériences, et puis après je corrigeais leur manip, etc. Et ouais, c'était plutôt intense. Johan dit que la première fois qu'il a dû préparer un cours, ça lui a pris une semaine. Eh bien, je le crois tout à fait, parce que pendant ma période d'enseignement, il y en a beaucoup, donc des cours que j'ai pu reprendre à partir de ce que mes collègues m'avaient fourni, mais il y en a un où je me suis amusée, où c'était des cours pour l'université libre, donc des gens souvent à la retraite qui viennent assister à des cours à la fac, et on m'a donné le feu vert pour donner un cours de 2 heures, et j'ai fait le sujet de mon choix, qui était l'utilisation d'outils chez les animaux, parce que je trouve ça fascinant. Ça m'a pris facile, 10 jours, quoi. Pour trouver les films, les images, essayer de faire ça un petit peu funky, que ce soit dynamique et tout. Et ouais, c'est beaucoup de boulot. Et ouais, on n'y pense pas forcément. Est-ce que tu considérerais ça comme ta première expérience de vulgarisation au sein de ta thèse ? Alors, on va dire dans les annales officielles, oui. Dans ce qui m'a été proposé par le cursus, on va dire, de la fac et de ce qui gravite autour, ouais, on peut dire. Cette expérience-là précisément, parce que c'est vraiment moi qui ai choisi le sujet que je voulais aborder, et j'ai tout fait de A à Z, parce que c'est vrai que quand tu as un cours imposé, tu peux pas non plus trop sortir des sentiers, quoi. Je peux pas commencer à parler de perruches alors qu'il faut que je parle du cycle reproductif chez l'humain. C'est pas la même chose. Mais oui, on peut dire que c'était un premier pas. En tout cas, ça permet de sentir la température, parce qu'une salle de classe, j'aime bien comparer ça un petit peu au théâtre, tu vois. Si les gens rigolent pas à ta blague, tu vois tout de suite. Le public ment pas en général. C'est par le feu. Un peu, ouais. Si tu te retrouves devant une classe de TD qui somnole ou discute à fond, tu te dis que t'as pas forcément réussi, elle est passionnée, quoi. Au moins, t'as le retour tout de suite de si ça marche ou pas. Voilà. Donc ça, c'était ta deuxième année qui était bien occupée par l'enseignement. Ouais, et la troisième année était un petit peu sur le même modèle. Ouais, la troisième année était un peu sur le même modèle. Beaucoup de cours. En plus de ça aussi, tous les ans, j'essayais de faire 1 ou 2 colloques, parce que ça fait aussi partie des activités de vulgarisation, même si tu t'adresses à tes pairs, à tes collègues. En général, j'essaie de faire un colloque en France, donc en français le plus souvent, et un colloque à l'étranger. Donc tu présentes tes données en anglais. Parce que moi, c'était un des trucs qui me motivait le plus quand j'étais thésarde et que j'étais pas toujours très motivée par mon travail, d'aller rencontrer des gens de tout pays. En plus, dans la recherche, il y a des gens quand même merveilleux qui ont des parcours de vie des fois assez incroyables. Quelqu'un qui vient du Brésil et qui étudie les requins en Allemagne. Il y a des parcours de vie assez fous, et c'est souvent des beaux échanges et des rencontres enrichissantes. Donc moi, j'aimais beaucoup faire ça. Ça me remotivait, parce que quand on travaille tout seul dans son coin, qu'on met 3 ans à sortir une expérience, parce que ma petite expérience de partage alimentaire que j'ai commencé en première année, elle a duré 3 ans, parce que le but c'était de voir si les oiseaux, en vieillissant, conservaient les mêmes affinités pour tel ou tel individu, et je voulais voir s'il y avait une différence quand ils étaient bébés, et quand ils étaient ados, et quand ils étaient en couple, quand ils étaient adultes. Et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, tu mets 3 ans à avoir le résultat de ton expérience, et ça peut être très frustrant, parce que pendant ce temps-là, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de publication qui montre que tu as fini ton travail, tu es encore dedans, et tu n'as pas de recul sur les choses. Donc, aller voir les collègues ailleurs, c'est vrai que ça me faisait du bien, mais c'est aussi du stress, parce qu'il faut que tu aies préparé, il faut que tu aies fini les analyses de ce sur quoi tu es en train de travailler pour avoir un truc qui se tienne, pour le présenter aux autres. Et puis parler, quand c'est pas dans sa langue maternelle, devant souvent des gens qui sont natifs, qui parlent un anglais parfait. C'est un petit peu... Bon, après, heureusement aussi, dans la recherche, il y a des gens de toute nationalité, avec des accents plus ou moins colorés de partout, donc ça va, tout le monde est un peu sur le même pied. Et ouais, j'ai fait beaucoup ça. La troisième année ressemblait beaucoup à la deuxième, parce que j'avais aussi pas mal de cours. C'est juste que le stress augmente, parce que t'as de moins en moins de temps pour faire les manips que tu veux. J'avais tenté le test du miroir, et j'ai très rapidement dû abandonner parce que ça marchait pas.
Et aussi, j'ai dû mettre au point Oui, ma 3e année, en fait, était différente parce que j'ai dû partir en Allemagne à un moment donné, puisque j'avais signé pour une co-tutelle. C'était bien beau de me la couler douce à Nanterre, et à un moment donné, je devais aussi aller voir mes choukas en Allemagne. Et la 3e année, ouais, c'était ardos parce que j'avais mis au point une expérience. Enfin, mis au point. C'était normalement une reproduction d'une expérience qui avait déjà été faite, donc normalement qui devait fonctionner du tonnerre. Donc j'arrive dans ma campagne munichoise, au fin fond de la forêt noire, sous la neige, donc fin janvier, avec mon étudiante sous le bras. Et on a entraîné les choukas 5 heures par jour pendant 1 mois et demi, et ils n'ont jamais appris la tâche de départ, qui était de choisir une boîte. Parce qu'en fait, on leur donnait 2 boîtes à ouvrir, une qui était vide et une avec une récompense. Parce que c'était la base pour comprendre qui pigeait quelle boîte ouvrir. Et ils n'ont jamais réussi cette étape. Donc on a passé 2 mois dans la neige pour rien. Et il me fallait absolument une expérience avec les choukas. J'avais une co-tutelle, je devais travailler avec les corbeaux et les perroquets, et mon expérience avec les corbeaux ne fonctionnait pas. Et autre aléa, du coup, on les a testés de fin janvier jusqu'à mi-mars. Et mi-mars, qu'est-ce qui se passe ? C'est le printemps, et les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Des bébés. Donc ils n'ont plus du tout envie de travailler. Ils étaient surexcités, ils étaient tous en train de se taper dessus pour avoir chacun leur nid, parce que les choukas sont très territoriaux, et quand l'heure est venue d'avoir leur nid, chacun défend son nid de manière un peu âpre, et on ne pouvait plus du tout les tester. Enfin, c'était mort, ils n'étaient pas concentrés du tout. Donc j'ai dû rentrer en France pendant 15 jours, réfléchir à ce que j'allais faire, et je suis repartie début juin, ce qui n'était pas du tout prévu, pour refaire l'ultime coup de poker pour essayer de faire une manip qui tienne la route avec mes choukas, et j'y suis retournée du 15 juin au 1er septembre à les tester avec 2 étudiants merveilleux, sans qui je serais sans doute morte en burn-out quelque part dans la forêt, et qui m'ont beaucoup aidé à essayer de faire une manip qui a fonctionné. Et donc ça, c'était ma 3e année, qui s'est finie donc le 1er septembre, donc j'étais en manip tout le temps. Et ensuite, j'ai fait un ATER, qui est un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et donc, ça veut dire que j'ai eu 1 an de financement supplémentaire, parce que ma bourse de thèse n'était que pour 3 ans. Mais en gros, au bout de 3 ans, j'avais toutes mes manips, mais j'avais pas du tout commencé à écrire. J'avais pas de papier, j'avais rien rédigé. Donc j'ai été payée pour être ATER, mais là, c'est 190 heures d'enseignement, donc ça prend beaucoup de temps. Et en gros, j'ai été ATER je donnais des cours de manière soutenue de octobre à avril. Et je me suis mis à écrire ma thèse de mai à septembre pour la déposer fin octobre. Jusqu'à fin octobre. J'ai écrit jusqu'au dernier jour, je crois que j'ai revérifié mes références biblio de ma thèse jusqu'à 6h du matin pour la rendre à 9h, donc voilà. On a tous connu ça, je pense, dans notre scolarité. À partir du moment où on est allé un peu loin, on avait un... Ouais. Voilà. Donc les années ont été assez différentes, même si il y a toujours les grands thèmes avec les oiseaux, avec les étudiants, la partie un peu bureau, etc. Voilà. Mais en gros, moi j'étais quelqu'un de un peu surbooké, pas forcément très bien organisé, et je n'ai pas fait la règle d'or qui est de écrivez vos papiers au fur et à mesure. Comme ça, vous n'avez pas à écrire tous vos papiers et votre thèse en 3 mois à la fin. Ce que tout le monde fait, on va pas se mentir, mais du coup, en gros, j'ai écrit vraiment tout d'une traite entre mai et octobre. Voilà. Du coup, c'est ça qui a été... Alors, je vais plutôt poser la question de façon plus ouverte. Qu'est-ce qui a été ou quelles ont été les plus grosses sources de stress pour toi durant cette thèse ? Laquelle ? C'est une excellente question, parce que ce sont des sources de stress différentes. Après, moi, je suis quelqu'un qui est globalement très stressé par plein de choses. Et je sais que typiquement, j'ai des collègues, eux, qui adoraient ça, qui trouvaient ça ultra stimulant d'un point de vue intellectuel, mais par exemple, quand je devais faire des expériences avec du matériel que je ne maîtrisais pas, par exemple, j'ai dû faire une expérience avec de l'audio, c'est-à-dire que j'enregistrais les sons de mes oiseaux et je devais leur diffuser, et moi je n'avais jamais rien enregistré, et il y a plein de paramètres pour qu'un son soit propre et qu'il n'y ait pas... Il fallait que tous mes sons aient la même... Soient égalisés. Exactement, pour qu'il n'y ait pas de biais, pour qu'il n'y ait pas un son plus fort que l'autre pour influencer les oiseaux quand ils entendent des bruits, et ça me stressait énormément, parce que j'étais là genre « Ah, je vais rien savoir faire, mes bruits vont pas être corrects, je vais foirer mon expérience !» Heureusement, j'avais des copains dans le labo qui avaient fait de l'audio et qui ont pu m'aider tant bien que mal pour que je m'en sorte. Et ça, c'était stressant. La partie expérience avec les oiseaux, c'est potentiellement ce que je préférais parce qu'il y avait l'interaction directe avec les oiseaux et c'est quand même très chouette
que ce soit mes perruches domestiques ou mes choucas sauvages, voir que ce sont des animaux que tu peux côtoyer, qui viennent sur ta main et avoir une vraie relation avec eux, c'est très chouette. Mais il y a aussi, notamment la dernière expérience avec les choucas, il y avait un timing ultra serré. Enfin, on a fini les manips le 31 août et mon stagiaire il commençait son master à Rennes le 1er septembre, enfin le 2, enfin c'était ultra chronométré, on n'avait pas le droit à l'erreur, il fallait pas qu'il y en ait un qui soit malade un jour parce que ça nous foirait tout le calendrier. Donc ça c'était aussi très stressant. Les cours, ça prenait beaucoup de temps, mais ça me stressait pas plus que ça. J'avais à cœur de bien faire parce que j'avais pas envie que mes étudiants s'ennuient, mais ça impactait pas directement ma production finale de thèse au final. Même si c'était important d'enseigner et que moi ça me tenait à cœur, c'était moins stressant. Donc je dirais plutôt la partie vraiment expérience, mise au point du protocole, quand il faut se lancer dans un truc nouveau et tester. Il faut pas touiller et voir ce qui va fonctionner, ce qui va pas fonctionner. C'était, je pense, cette partie-là qui m'angoissait le plus. Alors, sans te faire revivre des trucs traumatiques, est-ce que tu peux nous décrire un peu dans quel état ça te mettait ? Est-ce que c'était juste « Oula, je me sens un peu stressée » ou est-ce que tu t'es vraiment senti au fond du trou ? Est-ce que, comment ça se manifestait pour toi ? Alors, il y a eu des périodes très variables. Typiquement, on peut avoir des périodes de stress où on est fatigué. Enfin, là aussi, je me souviens de fois où je devais finir une présentation pour partir en colloque. Je faisais des analyses au labo jusqu'à minuit. Voilà. J'attendais le dernier RER jusqu'à rentrer chez moi. Et parce que je suis pas du tout du matin, donc j'arrivais à 11h au labo. Et je travaillais quand tout le monde était parti, parce que le labo se vidait autour de 16-17 heures. Et donc de 18 à minuit, j'étais toute seule et je tapais. Je faisais mes analyses sur mon ordi. Donc ça, c'était de la fatigue. C'est plus de l'accumulation de travail, parce que quand on fait ça pendant une semaine, on est un peu décalqué, on va pas se mentir. Donc ça, c'était de la fatigue. Après, honnêtement, la 3e année, c'est vrai que c'est drôle d'ailleurs, je dis « Oh, la 3e année, c'était comme les autres », mais pas du tout. Pas du tout. La 3e année était très compliquée parce que en Allemagne, déjà, j'étais pas chez moi, donc j'avais pas mes amis, j'avais pas le côté social de se dire « Tiens, on va aller boire une bière pour se détendre ». J'étais dans des conditions, même si la Bavière et la forêt noire, c'est sublime, quand on y travaille dehors de manière intense, parce que le labo où j'étais en Allemagne était plus une petite station expérimentale, et il n'y avait pas, par exemple, de salariés pour s'occuper des oiseaux. C'est-à-dire que c'était nous, chercheurs stagiaires, qui faisions tout. Nourrir les oiseaux, nettoyer leurs volières, désinfecter quand il y avait un souci, faire les soins médicaux, enfin il y avait plein de choses à faire. Et concrètement, on travaillait du lever au coucher du soleil, avec les oiseaux. Parce que les oiseaux sont réveillés le matin, et ensuite il faut faire les manips. Et quand le soleil est couché, on peut faire les analyses vidéo et les statistiques. Donc, c'était des bonnes journées. On travaillait 6 jours sur 7. On avait le droit à 1 jour de congé chacun. Et on tournait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui s'occupe de la station. Et quand on fait ça tous les jours, en plus, c'était dans un lieu quand même très reculé. C'est-à-dire que la ville la plus proche avec rien... de quoi acheter son pain, c'était à 4 km. Donc, on était dans un peu un lieu hors du temps. Et c'est vrai que c'est une mécanique, c'est vraiment prenant. On pense toujours à ça. En plus, mon logement était à 20 mètres des volières. J'habitais vraiment sur le lieu et j'étais en coloc avec mes étudiants. Donc, même quand on essayait de discuter d'autres choses et de la pluie et du beau temps, on est quand même toujours dans une dynamique de boulot, quoi. Donc, cette période-là était difficile. Et ce qui s'est passé en juin, c'est que quand je suis retournée pour la manip de la dernière chance, c'était vraiment très compliqué. J'ai eu un souci en France à distance et du coup qui était très difficile à gérer avec les soucis de communication humain qu'on peut rencontrer. Je devais aller en coloc, je devais lancer l'expérience que mes étudiants devaient mener pendant que moi j'étais en coloc à Vienne. Donc il y a tout ça qui s'est intriqué, et au milieu de tout ça, parce que quand on travaille avec du vivant, il ne faut jamais passer à côté, j'ai des oiseaux qui sont morts de maladie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Et quand on a prévu de travailler avec des oiseaux et qu'ils meurent les uns après les autres d'une maladie mystérieuse qu'on ne peut pas soigner parce que les oiseaux déclaraient les symptômes le matin et ils étaient morts le soir, c'était une période de ma vie pas très rigolote. On va dire que c'était pas très très simple à gérer. Parce que quand on fait bien ses études, normalement on signale qu'il y a des sujets qui meurent. Voilà, je précise. C'est ça. Et donc vous avez jamais trouvé ce qui s'était passé ? Non, malheureusement non. On a fait des analyses sitôt, on a envoyé les corps pour analyse. J'ai l'impression que chaque thèse a sa malédiction.
Eh ben ouais. C'est... Moi, j'ai pas eu beaucoup de veines, hein, parce que entre mes corbeaux qui mouraient pendant ma dernière manip, bon, et puis, parce que là, je parle d'un point de vue purement matériel, genre, merde, ça me fout dans le bazar pour mon calendrier, mais en plus, c'est des animaux que je connaissais depuis plusieurs années, on s'y attache, ils ont tous un petit nom. Les chercheurs en éthologie mettent pas X 240 pour chaque bestiole, et bah, quand tu vois un animal et que tu fais tout ce que tu peux pour essayer de le soigner, mais que tu le vois agoniser, c'est quand même pas rigolo du tout. Du tout. Puis on était tous défaits, quoi. Enfin, je me souviens, il y avait vraiment une ambiance lugubre. On essayait de faire tout ce qu'on pouvait, on les emmenait chez le veto aussi vite qu'on pouvait, et rien à faire, quoi. Et ouais, c'était vraiment pas une bonne période. En plus, j'essayais d'être quand même force motrice pour mes étudiants qui, eux, avaient rien demandé et qui se retrouvaient au milieu de cette panade épaisse, alors qu'ils étaient venus faire travailler ça sur leur été, hein, parce que c'était des stages libres, c'était pas des stages obligatoires. Ouais. Ils se retrouvaient au milieu de la forêt allemande avec mes corbeaux, alors qu'ils autres. C'est ça, c'était pas le plus fun. Ouais, cette période-là était vraiment compliquée. Et comme moi, j'étais quand même clairement au bout du rouleau parce que j'étais épuisée après plusieurs mois à bosser non-stop, plus le colloque, plus la manip à lancer, et mes soucis à Nanterre, où j'avais aussi un piaf qui était passé, et des soucis de communication qui ont fait que je me suis fâchée avec plein de monde, alors que je ne m'étais jamais fâchée en 4 ans. Mais quand il y a un moment où t'as tellement de pression, tellement de choses à gérer, il y a un moment donné où juste tu te dis mais foutez-moi la paix, quoi. Enfin, c'est votre job de faire en sorte que ce soit pas la merde partout. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et ouais, là, ça a été plusieurs semaines rudes. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'étais très mal. J'ai eu quelques périodes d'insomnie parce que, en plus, j'aime pas particulièrement me fâcher avec les gens, surtout ceux avec qui je travaille depuis plusieurs années et que j'estime et que j'apprécie par d'autres aspects. Ça m'a vraiment retourné d'un point de vue aussi purement humain, quoi, de se dire waouh. C'est plus que le côté boulot affectif, de se dire bon. Et ouais, ouais, puis il y a aussi des choses que tu peux pas contrôler. Il y a plein de choses qui s'accumulent. Et ouais, la fin de la 3e année, ça a vraiment fait une rupture. Et je sais qu'après être revenue d'Allemagne, après avoir fini ma manip, je me suis vraiment focalisée sur je donne mes cours. Et dès que je peux me barrer, je me barre. Et je reste toute seule chez moi pour écrire ma thèse au calme, quoi. Pour pas avoir de perturbations extérieures, etc. Alors, c'est compliqué. Pour donner un peu plus de détails aussi, ce qui s'est passé, et je pense que mes chefs seraient d'accord avec ça, mes 2 encadrantes, en fait, m'ont pas beaucoup encadré. Ça, ce qui fait que je me suis retrouvée à gérer des choses qui n'étaient pas forcément de mon ressort, et bah, il y a un moment donné, on ne peut pas tout gérer, quoi. Et surtout des choses imprévisibles comme la mort des oiseaux, ou le fait qu'ils tombent malades, parce que heureusement, il y a aussi des oiseaux qui sont tombés malades, genre, notamment mes calopsites. Qu'il faut emmener chez le veto, même si c'est un vendredi à 22h, il faut trouver une solution parce que un oiseau, quand il montre des symptômes de maladie, c'est que souvent il va pas bien et qu'il va mourir le lendemain. Parce que les oiseaux sont comme ça. C'est un petit peu agaçant de se dire qu'ils vont très bien et puis à 15h, pouf, ils sont très mal et il faut agir très vite. Et c'est vrai que ces imprévus-là, ouais, c'est pas facile à gérer. Alors heureusement aussi au labo, j'ai eu plein d'assistance. Hein. Notamment, j'avais mon chef animalier qui était extraordinaire. Merveilleux. Je lui dois une partie de ma survie mentale parce que bah, s'il fallait emmener un piaf faire une radio un vendredi à 20h alors qu'il avait fini son service à 17, bah, il prenait sa voiture, il m'emmenait avec mon piaf sur les genoux chez le veto. Et voilà, c'était bien d'avoir ce soutien-là aussi, quoi. Ce retour que tu fais, c'est un retour que j'ai entendu de beaucoup de gens et que j'imagine toi-même tu as entendu de beaucoup de gens qui ont fait leur thèse, de cette espèce de pression qui va croissant. Où on en arrive généralement, enfin souvent en tout cas jusqu'au dégoût, et on entend beaucoup, en tout cas dans notre communauté de communicateurs scientifiques, de gens dire « Moi j'ai décidé de faire de la vulga parce que la thèse m'a dégoûté de la recherche ». Toi, tu as commencé à avoir recours à la vulga pendant ta thèse, justement pour obtenir une soupape qui te permette de respirer un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment t'en es arrivé à décider de faire de la vulga et comment ça a évolué petit à petit, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a coûté aussi en temps, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça prend du temps supplémentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça ? Eh bien, oui. Donc, ma thèse, pour resituer d'un point de vue temporel, je l'ai commencée à l'automne 2013.
et je l'ai fini en fin 2017. Ce qui s'est passé, l'une des premières opportunités que j'ai eues pour faire de la vulgarisation en dehors de tout cadre académique, donc en dehors des cours, etc., c'était des copains. Parce que dans un passé pas si ancien, en fait, je faisais beaucoup de fanzina sur mon temps libre, c'est-à-dire que j'avais un petit stand et je faisais de l'illustration et du dessin en convention, type la plus grosse et la plus connue, c'est Japan Expo, mais il y en a plein d'autres de taille beaucoup plus honnête. Et donc les fanzineux, ce sont ceux qui font des dessins, des badges, des petits artbooks, sketchbooks, petits livrets d'illustration, etc., qui le vendent dans ce genre d'occasion. Et j'ai rencontré à cette occasion l'équipe qui a fondé le festival des Geek Fairies, qui est près d'Orléans. Et on est devenus copains. Et eux, en fait, avant que Twitch existe, ils avaient eu envie de créer un festival en ligne qui s'appelle Headbang, où ils voulaient faire venir des gens pour faire des conférences sur divers sujets, que ce soit des sciences sociales, biologie, etc. Et ils voulaient lancer leur première édition à l'été 2015. Et je me souviens, je suis allée à Japan Expo début juillet 2015, et ils m'ont dit « Ah mais dis donc, t'as pas envie de nous faire une petite conférence là sur les oiseaux, les animaux, tu nous saoules tout le temps avec tes bestioles, est-ce que t'as pas envie ?» Et j'étais en quête d'expérimentation, de choses pour me changer un peu les idées, et j'ai dit oui. Et je me suis retrouvée au château de Celles-sur-Cher, sous un orage diluvien qui a fait cramer 5 fois la connexion internet dans la soirée. Et j'ai fait ma première conférence en ligne. D'ailleurs, j'avais récupéré, je me souviens, une bonne partie des slides de mon PowerPoint que j'avais préparé pour ce fameux cours que j'avais donné à la fac sur l'utilisation d'outils sur les animaux. Et je me souviens que niveau taf, en gros, c'était dans l'urgence parce que j'ai préparé mon PowerPoint le matin à 8h du soir où je vais le présenter à 20h. Voilà. Et j'ai passé la journée au labo. D'ailleurs, c'était au labo, je me cachais même pas. J'ai passé la journée à faire mon PowerPoint là-dessus. Et c'était une expérience cool. Et donc ça, c'était les headbands, mais en fait, je réfléchis. Le festival avait été annulé en septembre 2014. Ou 2013 en fait, 2013, donc c'était juste quand je commençais ma thèse, et j'avais déjà été les aider pour faire des trucs en ligne et tout, et je trouvais que le format était cool d'essayer de faire des conférences sur internet, comme ça tout le monde y avait accès gratuitement, et ça ouais, j'ai fait une conférence, voire 2 par an, tous les ans, entre 2014 et 2017 ou 2018. Je sais pas quand était la dernière. Je souligne que t'en as fait une sur les chouettes et les hiboux d'un Harry Potter, ce qui... Tout à fait, dans l'univers de... Et oui, tout à fait, parce qu'en plus, mon stand, c'était le stand d'Obscurus Press, donc, qui était sur l'univers d'Harry Potter, donc c'était l'occasion de mélanger pop culture, science, tout ça. Donc ouais, je dirais que la première grosse opportunité, c'est eux qui m'ont donné, de tester le format conférence, même si c'était un format qui ressemblait quand même pas mal à ce que je faisais en enseignant. Voilà, ça c'était vraiment la première expérience. Pardon, je me permets d'interrompre. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose de plus que l'enseignement n'aurait pas pu t'apporter, ou que la fac n'aurait pas pu t'apporter en termes de vulgarisation ? Clairement, au niveau des sujets, j'avais la liberté totale de ce que je voulais aborder, puisque c'est moi qui créais directement ce que je voulais. Le seul truc, c'est que là, j'ai pas le retour. C'est-à-dire que je préparais mon truc, mais les gens derrière leur écran, tu sais pas s'ils ont trouvé ça trop long, s'ils ont trouvé que tu parlais trop vite, que les termes étaient trop compliqués, donc j'avais pas le retour. Il y avait le côté fun, ça m'a un peu, je pense, déstressée, parce que c'était une ambiance très copains, on se fait une bouffe, on dort dans les tentes, on dort tous ensemble. Donc j'étais avec des copains, j'étais entre guillemets débridée parce que j'avais pas cette angoisse d'être avec une posture officielle d'enseignante face à un public captif. Donc je pense que ça m'a un peu lancée, quoi. Ça m'a un petit peu décoincée à l'idée de parler publiquement parce que à la base, je suis très timide, et pendant très longtemps, jusque, je sais pas, à mes 20 ans, dès que je parlais en public, je devenais rouge pivoine et je bégayais et j'étais très mal à l'aise. Notamment mes soutenances de mémoire de Master 1 et Master 2, c'était horrible, quoi. Je détestais ça. En plus, je me faisais bolosser allègrement dès que j'avais une question un petit peu compliquée, parce que je perdais mes moyens. J'osais pas dire à un prof que ce qu'il disait était faux et que ce que moi je disais était vrai, parce que c'était l'argument d'autorité. J'étais là, ah, moi je suis qu'une pauvre petite étudiante, ah là là, je sais pas. Alors que des fois, on sait quand même mieux que celui qui nous pose des questions sur notre propre sujet. Voilà. Et je pense que c'est
Je pense que ça m'a aidé à prendre confiance à parler en public, même si c'était pas un vrai public et que c'était face à des écrans, etc. Ça m'a quand même, ça m'a aidé à me lancer, quoi. Et à se dire que tout était possible et que finalement, si on a envie de parler de science en parlant d'Harry Potter, ben pourquoi pas, quoi. Enfin, y a pas, c'est pas pour autant qu'on est moins crédible et qu'on peut mélanger les approches pour que ce soit quand même chouette, quoi. Alors, c'était le Voilà. début de ta thèse, donc t'es peut-être pas arrivé à ce niveau de stress intense, mais est-ce que ça t'a est-ce que tu as le sentiment que ça t'a donné un regain d'intérêt pour ce que tu faisais? Est-ce que ça t'a remise un petit peu sur les rails à des moments où tu commençais à vraiment en avoir marre? Bah, ça me... Après, les sujets que je présentais étaient souvent assez loin de mes vraies thématiques de recherche. J'ai fait l'empathie chez les animaux, mais genre après ma soutenance, je crois. Donc, j'étais validée, j'avais eu l'accord des hautes instances comme quoi je pouvais parler d'empathie parce que j'avais fini ma thèse. Bref, ce genre de reconnaissance que je cherchais un petit peu. Surtout, attends, je perds le fil de ma pensée. Voilà, je parle. Excuse-moi. Du coup, est-ce que tu peux me redire la question que je m'écarte pas trop? Est-ce que à certains moments de ta thèse où tu commençais un peu à t'essouffler et à perdre de l'intérêt, ça t'a aidé à retrouver de la motivation? Ça m'a redonné de la motivation parce que déjà, du coup, vu que c'était des sujets très différents de ce que je faisais au boulot, c'était une coupure. Quand je prépare une conférence sur le loup à travers les représentations du Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec mes perruches et mes choukas en Allemagne. Donc pour le coup, il y avait ce plaisir d'apprendre de nouvelles choses, de le transmettre et d'avoir potentiellement le retour du public. J'ai aussi fait des conférences dans le cadre de ma thèse où en gros j'étais invitée parce que j'étais éthologue et ça, avec un vrai public, c'est vrai que c'était chouette. Surtout qu'en plus, des fois, la toute première conférence grand public que j'ai donnée, c'était à Monty. Non, pas à Monty, qu'est-ce que je raconte Montier-en-Der, non? Non, c'était pas Montier-en-Der. Justement, je confonds. Bref, c'est pas très grave, mais j'étais invitée pour un festival sur l'intelligence animale en province. Et, et je me souviens qu'il y avait vraiment tout un voyage, quoi. J'ai pris le train, je suis allée dormir dans le petit logement que les gens du festival m'avaient réservé. Ça me coupait de mon quotidien, en fait. Et ça, c'était vraiment une bouffée d'air frais, de se dire, allez, pendant 2 jours, je suis pas au labo, je vais faire autre chose. Et puis d'avoir ce retour des gens. Après, cette première conférence m'avait un peu perturbée parce que les gens étaient adorables. Je pense qu'ils ont aimé la conférence. Mais elle était longue et à l'époque, il y avait encore des choses que j'osais pas trop vulgariser. Je montrais encore des graphiques, je montrais encore des choses des fois un peu ardues et comme je parle vite et que je veux dire plein de choses parce que je veux apprendre plein de choses aux gens, des fois ils étaient un peu paumés. Et ils me l'ont dit que le lendemain, en me ramenant à la gare. Et je me sentais trop mal parce que j'étais là, ah mais non, mais j'ai parlé trop vite, vous me l'avez pas dit. Et mine de rien, c'était ultra formateur parce que j'ai compris ce qui marchait ou ce qui marchait pas dans du face public, pas que cette fois-là, à force d'expérience. Et ouais, il y avait vraiment je pars 2 jours de la maison, je pars 2 jours du labo et ça me fait réfléchir à autre chose, quoi. Donc c'était vraiment un échappatoire. Et l'autre échappatoire que j'ai eu, justement dans cette fameuse 3e année où je galérais comme c'est pas possible à travailler 6 jours sur 7 en Allemagne sous la neige, j'ai eu envie, pour poursuivre cette idée de vulgarisation, de créer mon blog. Oui. Et c'est très drôle parce que je travaillais 6 jours sur 7 et mon jour de repos, je dormais jusqu'à 13h, histoire de dormir un peu parce que je manquais clairement de sommeil. Et je passais l'après-midi à dessiner et à bidouiller des choses sur Blogger pour essayer de créer mon blog. Et pour le coup, je pense que c'était vraiment la preuve la plus claire que cette activité de vulgarisation qui était de faire ce blog pour lequel l'idée m'avait un peu popé comme ça quelques mois avant, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. J'aurais pu aller me balader dans les bois et bouquiner et rien faire d'autre, mais j'avais vraiment cette idée d'être mue par quelque chose, d'avoir un projet à moi qui me faisait plaisir. Et pour le coup, ça a vraiment été ma fenêtre d'évasion pendant des semaines, quoi. Ça te prenait beaucoup de temps, de ce que tu m'en avais dit. Du coup, tu as parlé des avantages. Qu'est-ce que ça coûte de faire de la vulgarisation pendant la thèse? Puisqu'on est là aussi pour offrir une voie de discussion, proposer ça comme une éventuelle solution, en tout cas une option. Mais il faut qu'on soit honnête sur toute la ligne et qu'on ne dise pas juste c'est génial, mais aussi ça prend combien de temps? Est-ce que le temps que ça nous prend, c'est du temps qu'on gagne sur la thèse parce qu'on stresse moins, parce qu'on est plus efficace, ou est-ce que c'est un investissement supplémentaire selon toi?
Selon moi, c'est plutôt un investissement supplémentaire. Parce que, comme je disais, il y a pas mal de choses que j'ai fait en vulgarisation qui n'étaient pas sur mon sujet. Mhm. Donc, il fallait que je me documente, que je fasse de la recherche pour pas dire de bêtises. Quand je faisais du dessin, c'était pas non plus une très bonne idée parce que quand j'étais en Allemagne, je souffrais de la tendinite dont je souffre toujours puisque je passais 5 heures par jour à bouger des tiroirs en bois devant mes choukas. Donc, geste très répétitif qui m'a flingué le poignet. D'accord. Et malgré tout, je trouvais ça très agréable de dessiner, même si j'avais mal, que je mettais une grosse bande avec du synthol sur ma petite patoune, qui était sans doute une très mauvaise idée, et je pense que ma kiné aujourd'hui m'en veut, parce que ça fait 5 ans que je me traîne cette tendinite qui date de cette époque, mais c'était vraiment... j'avais besoin de dessiner, de faire un truc qui m'était cher, et qui me permettait de faire autre chose. Donc il y avait ce coup quand même physique, parce que je forçais sur ma main, alors que j'aurais mieux fait de la reposer. Et ouais, par exemple, toutes les conférences que j'ai faites au cours des Fairies, c'était minimum 2 jours de travail à plein temps, à faire que ça, et puis de se déplacer, parce que pour les Geek Fairies, le festival Headbang online, c'était sur Paris, donc à l'époque j'étais à Nanterre, donc ça allait, mais je me déplaçais là-bas, ça prenait tout le week-end, donc tout le week-end j'étais là-dessus, je me reposais pas, je faisais pas mon travail sur la thèse, donc c'était du travail en plus. Et on s'est déplacé à d'autres endroits. Par exemple, j'ai fait 2 fois le festival de Montbazon, qui était organisé par Nota Bene. Là, il fallait prendre la voiture, dormir sur place, revenir. Ouais, souvent, c'était quand même ultra intense, quoi. J'en revenais plus fatiguée que je n'en arrivais, quoi. Et ouais, physiquement, c'était plus fatigant. Je pense que j'ai été plus fatiguée physiquement de faire de la vulgarisation que si j'en avais pas. Mais mentalement, il m'a bouffé d'air frais et ça me faisait penser à autre chose. Et surtout, ça me donnait la sensation que ce que je faisais n'était pas vain. Se dire, ah bah il y a peut-être des gens qui aiment bien ce que je fais, même si je pourrais publier les résultats de ce que je fais que dans 3 ans et que ça va intéresser 2 personnes sur la planète, mais ce que je peux raconter là, sur les chouettes, sur les loups, sur l'empathie, les outils, ben, y a des gens qui me regardent et qui disent waouh, en fait c'est intéressant et je savais pas et ça c'était quand même très motivant. Mm. C'est vrai que j'en revenais souvent crevée mais regonflée. Est-ce que tu penses que l'alternative de faire de la vulgarisation, mais spécifiquement autour du sujet de sa thèse, c'est un bon milieu pour d'un côté en tirer les bénéfices et de l'autre ne pas complètement s'épuiser euh, en allant chercher du matériau supplémentaire qui n'est pas forcément dans le cœur de ce qu'on fait? Mais c'est clair que c'est sans doute une solution plus économique d'un point de vue travail. Mais c'est compliqué parce que j'en avais discuté avec plusieurs vulgarisateurs, peut-être que tu l'as évoqué d'ailleurs avec Sébastien Carassou. J'avais posé la question par exemple, est-ce qu'il allait vulgariser directement son sujet d'étude? Et il m'avait dit, bah non en fait, bof, parce qu'on a vachement plus de pression quand c'est son sujet. Et puis je pense qu'il y a moi en tout cas, je vais pas parler pour lui, mais moi en tout cas, j'avais beaucoup plus peur que si je parle d'empathie ou de cognition sociale, qu'il y ait quelqu'un qui me pose une colle, que je sache pas y répondre, que du coup, bah, pourquoi je passe si je sais pas répondre alors que c'est mon propre sujet de thèse. Je pense que vulgariser son sujet, c'est positif en tant que thésard parce que ça permet de prendre du recul sur sa recherche, de se poser des questions qu'on s'est peut-être pas posées et qui sont importantes, notamment, je sais pas, pour la conception d'une expérience, d'en parler avec d'autres gens, d'avoir leur recul ou leurs questions, ça peut débloquer plein de choses et se dire ah ouais mais j'y avais pas pensé en fait, vous avez raison, c'est vrai que c'est une meilleure approche ou c'est vrai que là j'ai oublié de certaines choses. Mais je pense que la pression que l'on se met est plus forte quand on parle de son sujet, parce que c'est le sujet sur lequel on est censé être expert, je mets des gros guillemets, parce qu'on travaille 3 ans, 4 ans dessus. Mais malgré tout, on se dit toujours ah bah oui, mais j'ai pas relu le papier de machin qui est sorti en 2018, un mois après ma thèse. S'il y a quelqu'un dans le chat qui me pose une question précisément dessus et que je sais pas y répondre, est-ce que du coup on va totalement me discréditer, mes collègues voudront plus m'adresser la parole. Enfin, bon après moi je suis un petit peu extrême, hein, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y a cette pression de se dire je peux pas dire de conneries quoi, je peux pas faire d'approximation sur mon sujet sur lequel je bosse depuis si longtemps, sur lequel il y a des chercheurs, chercheuses plus anciens qui bossent, on peut pas non plus discréditer le travail de ces encadrants, de ces encadrantes. Je pense qu'il y a une pression plus forte là-dessus. Après, c'est peut-être juste moi, hein, mais... Et du coup, ma question suivante, c'est est-ce qu'un encadrement, tout simplement,
d'un professeur spécialement dédié à ça, par exemple, pourrait pas aider à dire ok, non, attends, on va poser le cadre 2 secondes. L'idée, c'est pas que tu ailles épater la galerie avec tout ce que tu sais et que tu prétendes être la meilleure personne sur le sujet, mais plutôt que tu présentes tes résultats et que tu t'arrêtes à ce que tu sais. Et si tu sais pas, c'est pas grave. Est-ce que tu penses pas qu'il devrait y avoir un encadrement, déjà ne serait-ce que pour décomplexer par rapport à sa propre thèse, mais aussi par rapport à ce qu'on est capable de communiquer dessus? Complètement. Voilà, question suivante. Non, mais si, mais clairement, je pense, et je suis ravie que de plus en plus de facs fassent des formations pour les doctorants pour faire de la vulgarisation. Parce que rien que pour les colloques, moi j'estime que c'est déjà un exercice de vulgarisation. Parce que, habituellement, quand on fait un talk, c'est le terme consacré, quand on présente à l'oral ses travaux, ou sous forme de poster, donc c'est des grandes affiches format A0, où on essaie de résumer le cadre théorique, le matériel et méthodes, comment on a fait expérience et quels sont les résultats. Mais si on veut que ce soit intéressant, il faut que ce soit bien fait. Il faut avoir du rythme quand on le présente. Il faut que visuellement le PowerPoint ou le poster soit joli pour attirer l'œil. Il faut pas mettre trop de texte. Il faut pas utiliser de jargon parce que dans un colloque, moi j'ai assisté que à des colloques spécialement en éthologie, mais entre quelqu'un qui étudie l'acoustique des communications aquatiques des poissons et quelqu'un qui regarde la sélection sexuelle des crocodiles, et on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. Et moi, si je vais parler d'empathie à quelqu'un qui ne l'a jamais étudié, il faut aussi utiliser les bons termes et de la bonne façon. Donc je pense que rien que pour ça, les formations pour les thésards sur la vulgarisation, c'est vraiment primordial. Je suis ravie qu'il y en ait de plus en plus, mais c'est vrai que moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Alors maintenant, il y en a à Nanterre. Je sais que ça a été mis en place par quelqu'un, par Annalisa, qui est aussi au café. Je l'avais croisée à l'époque où elle formait un peu les doctorants à plein de choses. Mais oui, clairement. Mais le souci, et c'est un souci, je pense, qui touche plein de niveaux et qui explique en partie que les thésards soient souvent complètement laissés à eux-mêmes et en stress le plus total, c'est que souvent, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que moi, par exemple, rien que pour donner cours, j'ai pas eu de formation pour être enseignante. Alors c'était très drôle parce que j'ai donné cours à des masters PE, donc les professeurs des écoles, qui me demandaient des cours de didactique. Comment est-ce qu'on donne cours, madame? Et moi j'étais là, tu fais comme tu peux. Tu fais comme tu peux avec ce que t'as, ce qui n'est pas la bonne réponse. J'aurais voulu leur donner des réponses cadrées de comment on fait pour transmettre un message de la meilleure façon possible, mais j'ai appris sur le tas, et les gens qui m'ont formé ont aussi appris sur le tas, parce que personne ne les a jamais formés à ça correctement. Et pareil pour aussi les questions d'encadrement, on parlait de tous ces thésards qui sont laissés tout seuls. Là aussi, et pour mettre un petit peu de contexte, les encadrantes de thèse ne sont pas formés pour encadrer des thésards. Il n'y a pas de formation pour être un bon encadrant de thèse. Alors, ça excuse pas tout, hein. Il y a des fois des abus où on se dit, voler les données de des étudiants de base sans être formé, ça coule de source, mais il y a plein de choses au niveau du relationnel humain, de comment gérer un calendrier, comment essayer de gérer son stress quand on est un peu anxieux. Personne ne leur donne de clés, quoi. Et je pense que ça manque cruellement. Il n'y a pas d'autorité formatrice. Alors je me dis que peut-être grâce à l'émergence de vulgarisateurs scientifiques, peut-être que ça va se faire de plus en plus, des partenariats entre les facs et les indépendants en vulgarisation. Pourquoi pas, je l'espère, mais j'ai l'impression que ça prend un peu de temps parce que c'est la fonction publique, c'est compliqué de faire appel à des prestataires à côté, etc. Et il faut que ça se mette en place, quoi. Il y a Johan qui dit que quand il fait la vulgarisation, il n'hésite pas à montrer des résultats en cours d'élaboration et à dire sur ce sujet-là on manque d'éléments, pour rebondir sur la question de pouvoir dire qu'on ne sait pas. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà heurté au problème de la confidentialité des résultats, en fait? Tout simplement d'être bloqué par le fait que tu n'avais pas le droit de parler de ta recherche parce que c'était pas fini et c'était pas publié. Sur le principe, oui, il aurait fallu que j'attende que tout soit publié pour en parler. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai présenté en colloque des choses qui étaient pas publiées, des choses comme ça. Ça restera entre nous et l'Internet. Ça restera entre nous. Après, vu que j'étais un peu laissée à moi-même et à mon libre arbitre, mes chefs m'ont jamais interdit de présenter ou de ne pas présenter certaines données. Donc moi, j'avais intérêt, j'avais à cœur d'aller en colloque pour présenter des choses, pour justement avoir des retours, parce que des fois, il y a des choses pas finies. Donc je l'ai fait. Pour le côté vulgarisation, très honnêtement, moi, vu que je suis pas toujours très sûre de moi, je préfère dire cash que je ne sais pas. Enfin,
J'ai aucune honte à dire. Je suis désolée. Même quand on me pose des questions précises sur un papier, parce que souvent quand je fais de la vulgarisation, j'essaye quand même de renvoyer aux sources primaires, sans que ce soit trop lourd, mais pour en gros ceux que ça intéresse, dire bon bah cet article, vous pouvez le retrouver, etc. Si on me demande un détail de protocole dont je ne me souviens plus, et je le dis, je ne me souviens plus, je peux aller voir pour vous et vous répondre plus tard si vous voulez, mais plutôt que de dire une bêtise. Et ça arrive, par exemple, j'ai déjà fait des conférences très générales sur l'intelligence animale ou sur l'utilisation d'outils, et ce sont des thématiques tellement larges, enfin, il y a des centaines de papiers sur chaque étude, je peux pas tout savoir, et j'ai pas travaillé avec toutes les espèces animales du monde, donc il y a forcément des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Et ouais, pour le coup, je préfère botter en touche, et je le faisais aussi avec mes étudiants d'ailleurs. Mes étudiants, quand j'étais étudiante en TD, etc., je me souviens, c'était rigolo parce qu'il y avait toute une partie des cours que je leur donnais sur le cycle de reproduction des êtres humains. Et en première année de psycho, j'avais beaucoup de jeunes filles en face de moi, et à un moment donné, ça les intéressait beaucoup parce qu'on parlait, voilà, de la fécondation, du développement du fœtus, etc. Et à un moment donné, je leur parlais des dénis de grossesse, ce genre de choses. Et à chaque fois, elles venaient me voir à la fin, genre, mais comment ça marche, comment ça se passe et tout. Alors, forcément, j'avais un peu potassé le sujet, je leur donnais 2-3 détails, mais je connaissais pas tout. Donc, des fois, je leur disais, bah, la semaine prochaine, je regarde d'ici là et je vous dirai plus en détail, quoi. Enfin, il vaut mieux ça plutôt que de dire un truc faux qui ensuite va être propagé, déformé. Amplifié. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc non, je préfère être cash et dire non, pas du tout. Je ne sais pas. D'accord. Il me semble, si je ne m'abuse, que tu as été invitée à la méthode scientifique pendant ta thèse. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu t'es sentie valorisée du coup dans ton travail de thésarde de par cette forme de reconnaissance en fait ? Est-ce que tu as considéré ça comme une forme de reconnaissance ? Et si oui, est-ce que ça t'a boosté dans ta thèse ? Oui, ça m'a... parce que je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une très bonne émission qui aborde plein de sujets, où on voit que l'équipe fait un travail bibliographique impressionnant, avec toujours une mise en avant de l'esprit critique et de ne pas prendre des informations toutes crues, quoi. Et ce qui était encore plus valorisant, c'est que j'avais déjà été invitée par Nicolas Martin à l'époque où il faisait les matins d'été de France Culture, non, de France Inter, je ne sais plus, c'était France Inter, je crois, sur les sujets des corbeaux, parce qu'il m'avait confessé beaucoup aimer les corbeaux. Et je me souviens que la première invitation, donc cette fameuse émission Les matins d'été, c'était en juin 2014. Donc j'étais en thèse depuis 8 mois. Ça faisait pas longtemps, quoi. Et pour le coup, c'est vrai que ça m'avait vraiment... ça m'a mis une pression de fou. J'étais ultra stressée. Et en plus, les matins d'été, c'est le matin. Moi, je ne suis absolument pas du matin. Donc quand il fallait être au studio radio à 8h, à la maison de la radio, c'était pas forcément le meilleur créneau pour moi. Et c'était très drôle parce que et c'était la même configuration d'ailleurs, parce qu'on était les deux mêmes invités dans les deux émissions. Il y avait aussi Valérie Dufour, qui est chercheuse à Strasbourg et qui travaille sur les corbeaux freux, que je n'avais jamais rencontré à l'époque et que je ne connaissais pas. Et ça m'avait foutu une pression de dingo parce qu'elle était pas présente dans les studios. Donc il y avait sa voix, mais il n'y avait aucun contact visuel, ce qui est pas forcément facile. Et c'était du direct et de la radio. Et même si à une émission de radio, on se fait toujours appeler un peu en amont par souvent un autre journaliste que le présentateur, mais l'échange dure 15 minutes, l'émission durait 1 heure. Du coup, il y a plein de questions. Enfin, en gros, je suis arrivée en disant bon, je suis prête à répondre, mais on ne sait pas quelle question va nous poser la personne qui nous interviewe. Et c'est en direct, et c'est sur France Culture, et il y a une autre personne qui répond qui n'est pas visible. Et je me souviens que j'étais un petit peu... J'avais relu plein de notes. J'avais repris des petites notes, j'avais fouillé un peu de la biblio, je m'étais dit comme ça, s'il me pose telle question, je saurais et tout. Mais ça s'est très bien passé. Enfin, Nicolas Martin est quelqu'un de très agréable, qui m'a mis à l'aise, etc. Mais je me souviens de 2-3 fois où... y a une fois où, par exemple, j'ai pas compris de quoi il me parlait. Il m'a posé une question sur la métacognition, qui est le fait de savoir que l'on sait quelque chose. Et j'ai pas eu d'exemple qui m'est venu parce que c'était sur le feu de l'action. Et bim bam boum, on était en direct. Et en plus, à la radio, en fait, il posait une question et en gros, il finissait la question en demandant à en donnant le nom de la personne dont il attendait la réponse. Genre, et la métacognition, qu'est-ce que vous en pensez, Agatha Liévin, quel est votre avis sur la question? Et moi j'étais là, oh my god, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parle là maintenant tout de suite. Donc
c'était un exercice de style, parce on peut pas faire pendant 5 secondes à la radio, c'est pas possible. Il faut répondre tout de suite au tac au tac. Donc ouais, je pense que je suis sortie de l'exercice un peu comme après un petit jogging, quoi, un petit peu fatiguée. Et c'était une journée particulière, la journée à méthode scientifique, je m'en souviens très bien, parce que en même temps, c'était le début de ma 4e année de thèse, et le matin même, j'avais dû aller à Pôle emploi pour dire bonjour, en fait, je suis censée chercher un travail, mais j'en cherche rien qu'à partir de janvier, parce que là, je dois finir ma thèse, et j'étais tombée sur quelqu'un de compréhensif, mais c'était pas une journée très très facile. Et je devais retourner à Toulouse le soir même, alors que j'étais à Paris, donc j'étais avec ma grosse valise dans les studios, etc. Mais je me souviens que quand j'ai fini l'émission, et ça m'avait touchée, j'ai pris l'ascenseur pour retourner en bas de la maison de la radio, qui est un lieu fascinant, mais un peu tentaculaire, faut pas se perdre dedans. Et il y a une dame qui était dans l'ascenseur qui m'a dit « Ah, c'était vous les corbeaux ?» J'ai dit oui. Et elle m'a dit « Ah, c'était super, ça m'a beaucoup plu. » Et en fait, c'était une dame de la technique qui était en arrière, et elle a dit nous, à la technique, on écoute que quand c'est vraiment bien, parce qu'on en entend tellement toute la journée qu'on ne peut pas tout écouter. Et ça m'a fait super plaisir de me dire, moi, là, la petite thésarde qui était flippée de dire une bêtise, il y a une dame qui a aimé, qui me l'a dit, et ça avait vraiment fait ma journée. Et après ça, mon avion pour Toulouse a été détourné au-dessus de Pau. Je suis arrivée à 2h du matin au lieu de 22h. C'était une journée très très longue. Mais je garde le souvenir que ça s'était bien passé, que c'était vraiment valorisant. Et c'est vrai que ouais, je suis vraiment flattée qu'il m'ait fait confiance, en fait. Se dire, cette nana, elle est en thèse, mais c'est pas grave, on l'invite sur une émission d'1 heure pour parler de corbeaux. Alors que les corbeaux, même si j'ai travaillé avec eux, c'était pas mon sujet principal. J'ai beaucoup travaillé avec les perroquets avant, etc. Donc c'était chouette. Mais après ça, par exemple, pour nuancer les propos, pour dire que tout n'est pas toujours merveilleux, après le passage à la méthode scientifique, j'ai reçu un très long mail sur mon blog d'un monsieur, alors je l'ai viré depuis et je m'en veux, mais qui m'a écrit un mail d'équivalent de 5 pages Word, je pense, qui me disait en gros que je ne connaissais rien à mon sujet et que j'avais dit n'importe quoi. Et du coup j'étais là, super, merci beaucoup, ça me fait bien plaisir. Parce que, notamment, et moi je m'en suis beaucoup voulu après, par exemple j'ai hésité sur une réponse que Nicolas Martin avait demandé, où en gros lui il pensait à une expérience que je connais très bien, où un chercheur américain a mis un masque en plastique pour faire peur aux corbeaux, etc. Et je sais plus, j'ai hésité sur un truc, Valérie Dufour d'ailleurs avait corrigé, mais pas en mode c'est bon tais-toi, je sais mieux que toi, mais qui avait rajouté des précisions sur ce que j'avais dit, et genre le mec l'avait souligné, et moi j'étais encore plus en mode ah super, j'ai fait une hésitation, et ça y est, je me fais bolosser. Du coup, je l'avais pas super bien vécu après coup, et ensuite je me suis dit, mais c'est France Culture, puis c'était la méthode scientifique, c'est quand même une émission qui est beaucoup écoutée, il y a sans doute plein de gens qui ont aimé ce que tu as dit, il y en a un qui a mis 3 plombs à t'écrire un mail désagréable, parce que c'est un Jean-Michel, je sais mieux que toi, qu'il avait eu un besoin nécessaire de faire comprendre à cette petite thésarde de 24 ans qu'il savait mieux que lui. Et après, il faut essayer de lâcher du lest, un peu, de dire, il y a toujours quelqu'un qui pense mieux savoir que toi sur ton sujet. Mais sur le moment, j'étais un peu... C'est une drôle de confrontation, enfin, moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur Futura. Voilà, moi je fais mes petits salons de thé, on est 50, on est content. Et puis d'un coup sur Futura, je finis mon live et je fais on était 3000 là. Je fais bah oui, pourquoi ? Je m'y attendais pas. Et je constate qu'effectivement tout de suite ça ouvre la porte à plein de gens qui sont pas forcément le même public que celui dont on a l'habitude, qui parfois trollent, parfois disent des choses qui sont sans conséquence, parfois posent des questions hyper pointues. Et la vulgarisation a cet intérêt de nous sortir complètement du cadre universitaire et de nous faire replacer la recherche qu'on est en train de mener dans un contexte global. Du coup, est-ce que, selon toi, en définitive, cette confrontation avec le public général, elle est bénéfique dans le sens où ça t'aide aussi à pas dédramatiser, mais à prendre du recul sur ta recherche pour ne pas toujours garder le nez dans le guidon, ou est-ce qu'elle est risquée ? Parce que du coup elle peut être galvaudée, elle peut être maltraitée, elle peut être soumise à des opinions qui n'ont pas lieu d'être, et du coup risquer de fragiliser, après ça va dépendre des thésards, tu vas me répondre, mais quel est toi ton point de vue là-dessus ? C'est une question difficile que tu me poses, mais moi je pense que ça vaut le coup en fait, parce que là j'ai donné l'exemple de cette personne qui m'a écrit un mail qui était désagréable et que j'ai pas bien vécu, mais je pense que ça reste minoritaire. Par rapport à toutes les conférences face publique que j'ai pu donner, même après ma thèse,
souvent quand même... Enfin, j'ai aussi la chance d'avoir un sujet entre guillemets sexy. Les animaux, l'intelligence, tout ça, ce sont souvent des choses qui intéressent plein de gens. Et les gens sont souvent demandeurs, ils sont même plutôt friands d'anecdotes. Et il y a des gens quand même globalement choupis. Enfin, même si c'est pour venir me parler de la vie de leur poule, les gens sont super mignons. Enfin, ils viennent me voir pour dire ah mais moi j'ai observé ça, vous avez raison, la hiérarchie chez les poules, il y a toujours la grosse roussette qui tape sur la petite grise, tout ça. Et c'est chouette quoi. Enfin, il y a une interaction cool qui se crée. Et et je trouve, on en revient à cette idée de théâtre et de rire dans la salle, mais ce retour immédiat de voir que les gens... Moi j'adore quand je mets une vidéo, je sais pas, moi j'en ai plein, des vidéos un petit peu rigolotes que j'essaie de passer en conférence, quand je montre un poulpe qui utilise un outil, ou une corneille de Nouvelle-Calédonie qui découpe un outil en 5 secondes et qui l'utilise, ou un animal qui se reconnaît face au miroir, ou le rire, des manips d'empathie, un singe qui va tendre le bon outil à son camarade pour résoudre une tâche. Les gens, ils sont scotchés, enfin, ils sont bouche bée. Mon premier cours que j'ai donné, là, dont je parlais tout à l'heure à mes petits retraités à Nanterre, quand j'ai fini en montrant une vidéo qui fait toujours le buzz sur YouTube, où c'est un chercheur, Alex Taylor, en Nouvelle-Zélande, qui fait résoudre un enchaînement de problèmes à une corneille, et en gros doit récupérer un petit bâton pour récupérer un grand bâton, puis un caillou, enfin qui doit résoudre plein de problèmes successifs. Donc j'ai passé ma vidéo, et pourtant elle était en anglais, hein. Alors je faisais la voix off en même temps, mais les gens, ils ont applaudi la vidéo, tellement ils étaient à fond, quoi. Genre waouh, c'est super. Et bah, ça, je m'en lasse pas, et de se dire, bah, on crée quand même une sorte d'émerveillement, de curiosité. Peut-être que ces gens, ils s'y interrogeront pas plus tard, mais peut-être qu'ils s'en souviendront, ils en parleront, ils diront, je sais pas, ah bah il y a eu un cours, c'était chouette, il y a cette corneille qui faisait ça, même s'ils n'ont pas tout le background scientifique, qu'est-ce que ça impliquait au niveau de la recherche, etc., ils auront ce souvenir, cette image qui, je l'espère, va perdurer et qui leur donnera l'envie d'en savoir plus. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup, quoi, de se dire qu'on a la chance de mettre un peu d'émerveillement, de curiosité dans ce public qui vient déjà souvent parce qu'il a envie d'en savoir plus. C'est ça aussi la grosse différence avec l'enseignement, et ce que moi je préfère quand j'avais ce public non captif, de se dire ces gens viennent de leur plein gré et ils viennent t'accorder leur soirée, donc fais-les rêver, quoi. Donne-leur des trucs qui vont changer peut-être leur vision. Moi, j'adore toujours, c'est une des confs que je fais le plus, parler d'intelligence chez les oiseaux, parce que tout le monde estime que les oiseaux sont stupides. Enfin, une poule, une oie, un pigeon, voilà. Et quand je montre que les pigeons reconnaissent les visages ou qu'ils reconnaissent des tableaux de maître, à chaque fois les gens sont là, waouh, mais c'est fou, je verrai plus de jamais les pigeons pareils. Et bah ouais. Je pense que ça vaut de recevoir quelques mails de Jean-Michel, je sais tout, face au contrebalancement des gens qui sont contents d'être venus, ça vaut le coup. Est-ce que tu as décidé de faire de la vulgarisation plutôt que de la recherche à cause de la thèse ou pour la vulgarisation? Est-ce que c'est la vulgarisation qui t'a attiré, ou est-ce que tu t'es vraiment fait dégoûter en fait de la recherche? C'est là aussi compliqué, parce que quand j'ai commencé ma thèse, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de galérer comme une folle pour avoir ma thèse, j'avais eu un parcours très rectiligne. C'est-à-dire que je suis toujours grimpée d'un niveau, même si j'avais pas du tout une fibre scientifique très poussée. Moi, je suis une littéraire pur jus, mais depuis que j'ai 5 ans, une fascination démesurée, voire obsessionnelle pour le monde animal. Du coup, je savais très vite que je voulais faire un truc en rapport avec les animaux. Donc j'ai enduré un cursus scientifique plus que je ne l'ai vraiment apprécié. Mais en gros, j'ai grimpé comme ça, donc c'était très clair dans mon esprit. Et dès la licence, dès le début du master, j'ai compris que je voulais faire de la recherche, parce que je le dis toujours aujourd'hui, c'est le plus beau métier du monde, c'est ultra stimulant, il y a ces gens de tous les horizons qui permettent une ouverture d'esprit assez dingue, il y a le fait de côtoyer des animaux de près qui reste l'une des plus grandes joies de mon existence. Et puis on est payé pour faire avancer les connaissances de l'être humain. Alors ok, sur le partage alimentaire des perruches, ça n'a pas passionné l'humanité, mais il y a cette idée de se dire t'es payé pour te creuser la tête, pour essayer de répondre à de nouvelles questions, que je trouve inégalables et que je trouve extrêmement stimulant toujours aujourd'hui. Mais l'expérience de la thèse, plusieurs désillusions fortes sur le milieu de la recherche,
m'ont convaincue que si je restais dedans, j'allais être profondément malheureuse. Parce que je veux pas non plus faire des raccourcis qui seraient trop imprécis, mais je pense pouvoir affirmer que le milieu de la recherche est un milieu extrêmement compétitif, où il peut y avoir des gens brillants et sincères et qui sont dans l'empathie et le partage et l'entraide, et d'autres qui ne le sont pas du tout et qui doivent être les premiers à publier sur un sujet et qui n'hésiteront pas à écraser la concurrence malheureusement, il y a aussi des exemples divers et variés de vol de données, de malfaçon aussi, parce que là aussi, vu que c'est un milieu extrêmement compétitif, mais là, c'est pas forcément les scientifiques qui sont en cause, c'est aussi le système de financement de la recherche. Il n'y a pas d'argent. Du coup, on a de l'argent que si on publie. Du coup, on se met la pression pour publier plus, même si c'est pas de bonne qualité. Et puis, il faut publier des choses qui ont du sens, parce que on ne peut pas publier des choses qui ne fonctionnent pas, alors que moi, j'en ai des barriques des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça ferait avancer la recherche de dire j'ai essayé ça mais ça n'a pas fonctionné, pour éviter que d'autres gens le fassent à leur tour. Mais aucun journal ne veut publier quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est pas assez sexy. Et il y a tout un cercle infernal où on se brise la santé à faire plus vite pour avoir des financements, et ça ne me correspond pas. Et je pense que... Et puis il y a une autre chose aussi, c'est qu'après la thèse, si l'on veut poursuivre en recherche, en fait, on n'a pas le choix, il faut enchaîner ce qu'on appelle des post-docs, des CDD, des contrats courts. En France, ce qui est le plus valorisé, même si les lois actuelles changent un petit peu la donne en ce moment, mais l'idée, c'est d'aller à l'étranger. Donc souvent, tous les 2 ou 3 ans, on change de pays. Ce qui peut être extrêmement motivant, moi j'adore voyager, mais être sous la contrainte, être obligé de le faire parce que c'est la seule voie pour s'en sortir, moi ça me dérange profondément. J'aime pas du tout qu'on me force à faire des choses. Et j'avoue, ça va d'avoir cette contrainte de se dire, en fait, quelle que soit l'énergie que tu mets dans ton travail, même si t'es gentil et que t'es sympa avec tes étudiants et que t'es sympa avec tes oiseaux et que tu travailles H24, si t'as pas fait le bon nombre de papiers publiés dans les bons journaux et que tu n'as pas fait tous les sacrifices de ta vie sociale et amicale, tu ne seras pas chercheuse pour autant. Et ça me mine de me dire qu'on peut tout bien faire, être un humain qui essaye d'être le moins mal possible, et pas pour autant être récompensé. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des post-docs comme ça pendant 10 ans, sans poste, parce qu'en fait, le poste, il n'y en a qu'un, parce que des labos d'éthologie en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns en région parisienne, il y en a à Strasbourg, il y en a à Rennes, il y en a autour d'Angers, il y en a à Toulouse, enfin des choses un peu en écologie, à Marseille, etc. Mais il n'y en a pas des milliards. Toutes les facs de France n'ont pas un labo d'éthologie. Et quand il y a un poste, il est ouvert souvent à l'international, donc ça veut dire qu'il peut y avoir 20 personnes avec un CV 5 fois plus long que le nôtre qui vont candidater. Et je me dis que ça demande un tel sacrifice, enfin je veux dire, si on a un compagnon, une compagne de la famille, ça veut dire qu'on part en les voyant pas souvent, parce que dans ces contrats courts à l'étranger, il y a aussi cette pression de publier un article. Et pour publier un article scientifique, il faut avoir fait toutes les analyses, les vidéos, les stats, ça demande un travail dingo, et avoir le temps de publier en un temps si court, tout en s'adaptant au pays dans lequel on vient d'emménager. C'est ça, et puis se refaire des connaissances, parce que quand on est déraciné d'un endroit, on est moins malheureux quand même quand on se fait des copains, mais ça prend un petit peu de temps, quoi. Donc, et le système administratif. Est-ce qu'on parle du système administratif qui change d'un pays à l'autre, donc auquel il faut s'adapter? Parce que ça fait partie de la vie de chercheur. Je te racontais ma co-tutelle. Ma co-tutelle en Allemagne, c'est vraiment le dessin animé d'Astérix avec le formulaire A39. Ah là là, c'est horrible, horrible. C'est vraiment... c'est comique après coup, mais ça m'a... J'ai passé plusieurs années pour signer ma co-tutelle. Je n'ai pu la signer qu'en fin de thèse, tellement c'était un enfer administratif sans nom. Mais pour revenir à ta question... Je pense qu'il y a eu des désillusions au sein de ma thèse parce que j'ai mal vécu d'être souvent seule, pas forcément reconnue pour mon travail, même si mes chefs, je pense, estimaient que je faisais un travail correct. Enfin, j'ai réussi à finir ma thèse et à publier certains de mes articles, ce qui est pas mal. Le fait d'être un peu toute seule, on a quand même un peu la sensation que ça sert pas à grand-chose, que tout le monde s'en fiche, en fait. Enfin, j'aurais pu ne pas finir ma thèse, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Moi, oui, parce que je n'aurais plus dormi de me dire que j'aurais pas fini le taf pour lequel j'avais été engagée. Mais sur le principe, je ne serais plus venue, est-ce que ça aurait changé le cours du monde? Je crois pas. Et je suis toujours convaincue que la recherche est le plus beau métier du monde, mais les contraintes et le milieu font que je me suis très vite dit que j'allais pas être heureuse.
Et la seule alternative où je me suis dit quelle autre option j'ai pour continuer à apprendre des choses sur les animaux et pour le transmettre aux gens, bah, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est essayer de vivre de la vulgarisation. Même si, là aussi, le travail d'indépendant, C'est parfois ingrat. c'est pas facile tous les jours, voilà. Mm, mm, mm. Mais voilà, je me suis dit que c'était le bon compromis, parce qu'en vrai, quand j'ai fini ma thèse, c'était aussi très compliqué. Je pense que je me suis voilé la face longtemps parce que, comme je disais, depuis que j'ai 6 ans, je voulais être chercheuse en éthologie, à peu près. Et quand je me suis rendu compte à la fin de ma thèse, bah, qu'en fait, finalement, c'était peut-être pas ça qui allait me rendre heureuse, bah, c'est compliqué de revoir tous ces plans différemment, se dire, bah, finalement, peut-être pas, quoi. Et je me souviens que juste après avoir déposé mon manuscrit de thèse, j'avais suivi un MOOC en ligne qui était sur l'après-thèse, où il y a plein de gens qui discutaient de quelles sont les alternatives sur ce qu'on peut faire. Et je me souviens que je n'ai jamais fini ce MOOC, parce que quand je suis arrivée à la partie vulgarisation scientifique, je me suis dit, mais ouais. Et en fait, il y avait la liste des DU et des formations qui existaient au CNAM ou ailleurs pour faire de la vulgarisation des sciences. Et en fait, je m'en souviens très bien, hein. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en même temps, il y avait aussi un postdoc de 4 ans à Vienne sur la prosocialité chez les animaux, ce qui était donc exactement mon sujet. En plus, Vienne, c'est le meilleur pôle en ce moment pour étudier l'intelligence chez les animaux parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des super équipes, ils sont motivés. Et j'avais ces deux options. Et le soir même, j'ai envoyé une lettre de motivation et mon CV pour intégrer le DU, le diplôme universitaire que j'ai suivi 3 semaines après avoir soutenu ma thèse. Donc en fait, je pense que au fond de moi, je savais ce qu'il fallait faire, mais c'est vraiment le fait d'être un peu au bord de la falaise, de se dire ok, je saute où, qui ont un peu choisi pour moi, quoi. Est-ce que tu Je me suis rendu compte. Vas-y. Est-ce que tu penses que si on accordait une place plus importante à la vulgarisation, non seulement dans la thèse, mais dans la vie après la thèse, la vie en labo, parce qu'en réalité, c'est bénéfique pour l'institution d'avoir des chercheurs qui s'occupent de faire de la communication, qui s'occupent de faire de la médiation. C'est autant d'intermédiaires qui perdent pas de temps à faire la traduction, à communiquer des informations, etc. Est-ce que tu penses que si on accordait une place plus importante à ça et qu'on récompensait les chercheurs sur cette base-là aussi, à partir du moment où ils sont formés, hein, bien sûr, pas leur dire faites de la vulga, démerdez-vous, oui. ça compte pour des points, mais si vous savez pas faire, vous vous débrouillez quand même. Est-ce que tu penses qu'il y aurait plus de gens qui iraient en recherche, ou est-ce que tu penses qu'au contraire ça donnera envie à plus de gens de s'échapper de la recherche justement parce que la vulgarisation a l'air plus fun? Je pense que ça peut être comme... Parce qu'en recherche à l'heure actuelle, il y a aussi deux statuts très différents. Il y a les chercheurs pur jus qui ne font que de la recherche, et il y a aussi ceux qui font de l'enseignement. C'est typiquement le statut des maîtres de conférences qui ont une charge d'enseignement entre guillemets obligatoire, alors que quand on est chercheur CNRS notamment, ou chercheuse, on n'est pas obligé, tenu de donner cours. Et déjà, rien que ça, il y a des profils qui se distinguent. Enfin, il y a des gens qui adorent la recherche, mais qui n'aiment pas du tout enseigner, et qui ne seraient pas forcément très bons à le faire. Et il y a une sélection déjà des gens qui le font. Alors après, malheureusement, ou bénéfiquement, je ne sais pas, souvent pour obtenir un poste CNRS, c'est la croix et la bannière, donc je pense aussi qu'il y a des gens qui se retrouvent des fois maîtres de conférences alors qu'ils n'aiment pas forcément l'enseignement. On a tous eu dans nos cursus des gens qui n'aimaient pas forcément donner cours. Moi j'en ai eu, notamment en éthologie, où tu voyais que c'était des gens passionnés par leur recherche, mais qui avaient aucun plaisir à se retrouver devant des étudiants. Enfin, ça se voyait de très loin. Après c'est compliqué, parce que je sais que la vulgarisation... Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que ma chef française, notamment, était très sollicitée. Mais comme elle était débordée, peu présente, enfin, elle n'était pas trop là, elle me donnait souvent les contacts, les opportunités. Typiquement, quand un journaliste la démarchait, elle disait « Moi, j'ai pas le temps, mais ma thésarde pourra répondre. » Donc, j'ai eu cet apprentissage aussi grâce à ça. Mais parce qu'elle aussi, elle avait un sujet sexy, qui était la cognition, l'intelligence chez les animaux. Elle était beaucoup sollicitée. Et je sais que j'avais beaucoup parlé de vulgarisation avec mes collègues, parce que moi, c'était quelque chose que j'aimais, que je trouvais bénéfique par plein d'aspects. Et mes collègues au labo étaient beaucoup plus frileux pour la vulgarisation. Pourtant, ils étaient aussi pas mal sollicités, parce que là aussi, dans notre labo, il y avait des gens qui travaillaient sur le chant chez les oiseaux, enfin des sujets assez sexy pour le grand public. Et certains d'entre eux m'avaient raconté leurs expériences. Il y en avait un qui avait été filmé, et il estimait qu'on le faisait passer pour un idiot, parce que le journaliste voulait qu'il parle aux oiseaux alors qu'il ne le fait jamais en temps normal.
Il y en avait un qui avait jugé que son article écrit avait été trop remanié. Et là aussi, je pense qu'il y a cette espèce de pression. Il avait peur qu'on ait gâché ses propos. Après, j'ai pas lu l'article, donc je ne sais pas à quel point c'est lui qui était trop tatillon, qui voulait pas trop qu'on retouche ce qu'il avait dit, ou si en effet ses propos avaient été déformés. Mais les gens étaient pas chauds, quoi. Et encore aujourd'hui, moi je sais que des fois je suis encore sollicitée, et les journalistes sont un peu tristes quand je leur dis je suis plus chercheuse, et eux ils cherchent des chercheurs qui sont encore actifs, et j'essaie de les rediriger, mais souvent je les redirige vers des thésards en fait, qui eux ont le temps, l'envie de le faire, alors que les profs, bon après ils ont aussi souvent beaucoup de travail, on va pas se mentir, quand ils ont les charges d'enseignement, l'administratif, etc. à gérer, ils n'ont pas forcément le temps de répondre à une interview pour le lendemain, parce que souvent les sollicitations c'est aussi du très court, que ce soit de la radio, de l'écrit, de la télé, souvent c'est dans les 2 jours qui suivent la prise de contact, donc il n'y a pas beaucoup de temps de se retourner. Mais donc pour répondre à ta question, parce que je sens que je dérive. Tu enrichis la discussion. C'est gentil de le présenter comme ça. Je pense que d'abord le volet de vulgarisation, ça pourrait séduire des gens qui auraient peur de ne pas avoir de soupape. Je pense que ça pourrait être un ajout. Mais il y a aussi le risque que les gens qui soient, je vais dire une grossièreté, mais qui soient taillés pour la recherche, avec le côté très compétitif de la recherche, trouvent que c'est une perte de temps. Parce qu'il y a aussi encore, j'espère que c'est une minorité, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a encore des chercheurs qui estiment que c'est une perte de temps de faire de la vulgarisation. Que finalement, il y en a qui estiment, je pense que c'est une vision fausse, qui estime que la vulgarisation c'est de la corruption de données, qui vont être forcés de simplifier de manière à rendre fausse leur recherche, que ça serait dévalorisant de le faire, alors que pas du tout à mon sens. Et je pense que ça reste des opinions qui ne sont pas trop partagées, et je le sens, minoritaires comme tu dis, mais ça existe encore. Il y a des chercheurs qui n'aiment pas ça et qui pensent que c'est une perte de temps que de parler au grand public. Alors à ce moment-là, est-ce que, tout simplement, proposons des solutions que des fois quelqu'un nous écoute, avoir cette option-là, plutôt que d'avoir la contrainte de pouvoir accepter l'idée qu'un chercheur aujourd'hui, ça a de toute façon toujours été un métier en évolution, mais de plus en plus on a besoin de chercheurs communicants, de chercheurs qui sont capables d'expliquer leur recherche, de véhiculer leur passion, parce qu'un communicant, il est là pour écrire des communiqués de presse, et il peut être passionné, moi je suis passionnée en tant que journaliste scientifique, mais je suis pas comme Connie Moreau, par exemple, qui parle de ses fourmis, et qui est fascinante à écouter, parce que c'est elle qui a mené ses expériences, et qui parle de ses protocoles, et elle va transcrire une expérience que je ne pourrais jamais retranscrire dans un article, parce que je ne l'ai pas vécue. Donc est-ce qu'avoir cette option-là, pour les thésards, puis pour les chercheurs, de faire de la vulgarisation et de prendre cette espèce d'engagement vis-à-vis de la vie académique, ce serait pas bénéfique sur le long terme, avec évidemment des arrangements pour qu'en plus ils aient pas leur X publications à faire par an, quoi. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est une bonne solution, parce qu'il faut aussi rappeler pour les gens qui nous écoutent que, par exemple, quand on est chercheur CNRS ou chercheuse CNRS, dans la fiche de poste, il y a de la communication qui existe. Normalement, ils ont pour mission de vulgariser leurs données. Après, moi, je suis pas pour forcer des gens à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, ceux qui sont pas à l'aise avec l'idée de parler en public ou de vulgariser leurs données, ça sert à rien de les forcer. Ça va être une souffrance et pour eux et pour le public. Donc, ça ne sert à rien. Donc, non. Je pense que avoir l'option et la possibilité d'offrir ça aux chercheurs qui le souhaitent, sur la base du volontariat, ça serait bien. Mais aussi avoir des aménagements. C'est-à-dire que ceux qui font beaucoup de vulgarisation aient moins de charges de cours, et que cette vulgarisation soit reconnue comme un travail qui mérite un salaire. Parce que souvent, en tout cas les chercheurs et chercheuses que je connais qui font de la vulgarisation, tout ça c'est sur leur temps libre. Moi l'exemple le plus probant que j'ai ici à Toulouse depuis que je m'y suis installée, c'est Audrey Dussutour, qui travaille beaucoup sur le blob, qui a été très médiatisé pour le blob, mais qui travaille aussi sur les fourmis, et c'est un bourreau de travail. Et je sais que les hautes instances peuvent lui reprocher de passer plus de temps à faire de la vulgarisation grand public plutôt qu'à publier des articles avec des forts impact factors, parce que le CNRS veut aussi qu'on soit rentable et productif et que l'on fasse avancer la recherche. Et je trouve ça dommageable. Je trouve ça dommageable parce qu'elle a fait un travail de dingo, elle a fait un bouquin qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, elle a ouvert aussi les yeux, parce qu'elle parle aussi du milieu de la recherche dans son livre.
Et je pense que ça devrait être valorisé. Mais je me demande aussi, comme autre alternative, si on ne veut pas forcer la main aux chercheurs et aux chercheuses qui ont des fois de très bonnes raisons de ne pas faire de vulgarisation, est-ce que les institutions n'auraient pas intérêt à recruter des gens qui font l'intermédiaire ou qui accompagnent les chercheurs pour aller dans ce sens? Parce que il y a bien sûr des communicants, ça existe, mais les labos qui en sont dotés, à mon avis, sont minoritaires. C'est ce que quelqu'un suggérait, ou en tout cas qu'il y ait une vraie relation de travail entre les chercheurs et les communicants. Pour moi, c'est quelque chose qui doit de toute façon faire l'objet d'aménagement aussi, parce que quand on est chercheur, on n'a déjà pas de temps pour soi, donc si en plus il faut communiquer avec les personnes à côté qui prennent les notes, ça rajoute une charge de travail. Donc je me demande si c'est une... Enfin, moi je suis tout à fait pour la présence de communicateurs scientifiques au sein des institutions. Je pense que c'est crucial, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement d'une institution, sa volonté de communiquer, pour définir une identité, pour, voilà, ça apporte plein de bénéfices. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment il y a ces deux poids deux mesures entre d'un côté le communicant scientifique et de l'autre le chercheur qui va vraiment apporter une expérience premier aperçu quoi. Bah oui, et puis comme tu dis, c'est vrai que notamment quand tu travailles avec du vivant, je pense pouvoir dire sans me tromper que tous les éthologues portent une certaine affection à leur sujet d'étude et il y a une relation qui peut se créer. Alors pas toujours, hein, je ne dis pas que les gens par exemple qui travaillent avec les bourdons ont relié une relation d'amour, de chance, d'amitié avec leurs bourdons, mais souvent il y a quand même un truc qui les anime. Enfin, je l'espère, c'est aussi toute la beauté de ce genre de métier, c'est que souvent ce sont des gens passionnés qui, 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 oui, qui vivent pour ça. Il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses qui ne s'arrêtent pas de travailler à la sortie des bureaux et qui sont vraiment très impliqués dans leur travail, dans leurs relations avec leur sujet d'études, etc. Et comme tu disais, je pense que ça, c'est un ressenti émotionnel propre à chacun et le chercheur ou la chercheuse sera plus à même de le transmettre au public qu'un intermédiaire qui ne l'aura pas expérimenté lui-même. Mais ouais, je pense là aussi, je pense qu'il faudrait laisser le choix et je l'espère qu'il y a plein de gens qui seraient motivés par l'idée de faire de la vulgarisation, mais là aussi, il faudrait être accompagné parce que je comprends parfaitement des gens qui veulent pas faire de vulgarisation parce qu'ils ont peur de mal faire, parce que c'est vrai que les codes de ce qu'on présente en colloque dans un cadre officiel de recherche et ce qu'un grand public va attendre d'une présentation ouverte à tous, c'est pas la même chose. On va pas balancer des graphes avec des GLMM et des données statistiques compliquées en bas des graphiques qu'on veut présenter au grand public parce que c'est pas intéressant, on va les perdre et ça va pas enrichir la réflexion. Donc ouais, il faudrait vraiment une formation, un accompagnement et je pense qu'il faudrait que ça devienne des institutions. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est quand même un peu chacun fait sa tambouille. Puis comme, Si tu as envie de faire de la vulgarisation, tu le fais et tu te et comme débrouilles. tu dis, il n'y a pas encore de reconnaissance de la valeur du travail de vulgarisateur, non seulement de sa valeur en tant que travail, charge de travail, mais aussi valeur ajoutée, parce que en parlant du blob, on augmente l'intérêt public dessus, donc potentiellement l'arrivée de budget, de plein de choses. Et enfin, aujourd'hui, on étudie les réseaux urbains grâce au blob, quoi. C'est quand même extraordinaire. On s'est rendu compte que le blob, si on lui mettait du popcorn à différents endroits, il recréait des réseaux urbains de villes qui avaient été optimisés pour réduire les temps de trajet. Donc il y a des applications et des fois c'est parce qu'un chercheur ou une chercheuse en l'occurrence décide de communiquer dessus et de partager son enthousiasme avec le public qu'un sujet va remonter sur la pile et ça ne peut être que favorable pour l'institution dont la personne est issue. Bah oui, non mais je suis complètement... Et je pense que notamment parce que là on parle d'Audrey Dussotour et du Blob, mais des vulgarisatrices qui sont embauchées par des institutions, je pense notamment par exemple à Christine Rollard qui travaille sur les araignées au Muséum de Paris. Elle a un temps d'apparition publique, elle fait un nombre de conférences dément. Je sais pas combien de fois elle a présenté ses conférences sur les araignées, mais des milliards de fois. Mais c'est d'un intérêt majeur. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a encore toujours... Bon, en plus, on va pas partir parce que c'est un grand débat philosophique, mais la déconnexion qu'on a avec la nature, avec les animaux, est quand même assez ancrée. Et, et moi, je suis quand même toujours des fois surprise de voir qu'il y a des croyances sur certaines espèces animales, mais qui sont toujours très très présentes. Moi, je parle souvent des corbeaux, parce que ce sont des oiseaux qui attirent toujours des réflexions plutôt négatives. Et c'est assez fou de voir qu'encore aujourd'hui, les gens pensent que les pies sont voleuses, que les corbeaux sont cruels. Et
Et je pense que pour la vision que l'être humain entretient avec la biodiversité, c'est important de communiquer là-dessus et de dire que, elle, je pense à Christine Rollard avec ses araignées, mais elle fait un travail primordial. Je me souviens avoir De se entendu parler dire. d'elle il y a des années, de quelqu'un qui avait des étoiles dans les yeux et qui me disait mais c'est incroyable, elle a changé ma vision sur les araignées et maintenant j'adore ces bestioles. Et, euh, Et oui, et ça crée effectivement et une aussi, connexion qui est non seulement bénéfique sur un plan philosophique, clairement, moi je suis complètement pour, et c'est vraiment ce pourquoi je me bats dans mon travail, mais effectivement aussi qui permet d'obtenir un soutien du public envers la recherche dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Euh, et puis, ce qu'il faut pas oublier, moi, c'est un truc qui j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, la recherche publique ne fonctionne qu'avec les impôts des citoyens et des citoyennes, en fait. Et même s'ils savent pas forcément quelle quantité de leurs impôts sont reversés à la recherche publique, c'est avec leur argent que l'on fait de la recherche publique. Et j'estime que c'est aussi un petit peu de leur indu que de leur raconter ce qu'on fait de nos journées et qu'ils voient un petit peu le quotidien dans la recherche, parce que encore aujourd'hui, je pense que c'est très très nébuleux, que les gens n'ont aucune idée de ce à quoi on passe nos journées. Ils imaginent qu'on est avec notre blouse toute la journée et qu'on est avec des choses avec des microscopes, des choses, des machins, mais des pipettes partout. des pipettes et des fioles. Et ouais, c'est bon. Après, là aussi, moi, je me sens chanceuse parce que c'est vrai que l'éthologie, je pense que c'est plus facile à vulgariser que de la chimie organique ou de la physique ou des choses qui sont à une échelle très différente de la nôtre. Je parle d'un pigeon, tout le monde sait à quoi ressemble un pigeon. Et le comportement, c'est quelque chose de directement observable que tout le monde peut voir de sa cuisine ou dans la rue, quoi. Et chacun peut jouer à être éthologue et à essayer d'analyser ce qui se passe. Et, mais c'est vrai que pour le coup, les gens sont demandeurs et ouais, et ça me semble vraiment essentiel qu'il y ait surtout à une époque. Alors, Internet est merveilleux à plein d'aspects, mais le nombre de choses fausses qui circulent, notamment sur les animaux et sur le comportement animal, est très importante. Le nombre de vidéos YouTube très mignonnes, moi qu'on m'envoie tous les jours en disant ah regarde cette pie elle fait ça ou ce hérisson fait ça et, et oui, je pense que c'est important de dire aux gens, ben non, pas du tout. Et il y a plein de gens aussi qui ont des animaux de compagnie, qui interprètent pas forcément leur comportement de la bonne façon, ce qui va créer du mal-être chez l'animal, chez le propriétaire, parce que le chat, le chien griffe, mord, aboie, etc. Et c'est aussi important que la vulgarisation agisse à ce niveau-là. Parce qu'on peut pas se contenter de dire ah bah les gens font n'importe quoi, ils se désintéressent des sciences. Non, c'est aussi aux gens qui font de la recherche et de la science d'aller voir les gens pour leur proposer des choses en plus. Peut-être que ça fait très pédant dit comme ça, c'est pas le cas. Ce que je veux pas dire, c'est que les scientifiques ont la vérité et qu'ils vont l'amener aux gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut casser cette différence, se dire qu'il y a une élite d'un côté et la populace qui fait n'importe quoi, ce qui est totalement faux. Il faut beaucoup plus, je pense, brasser et que justement les scientifiques, qui sont des citoyens et des citoyennes comme les autres, fassent, je pense, cette démarche d'aller diffuser les sciences auprès du plus grand nombre. J'espère que c'est clair, je suis un peu partie dans c'est mon très clair et c'est fou qu'on ait à la rappeler. Enfin, le savoir, il est comment dire, c'est un peu l'objet de la quête de la recherche, c'est de comprendre le monde et effectivement, ça ne sert à rien d'acquérir du savoir si c'est pour que ça se retrouve directement dans un bouquin qui finit dans la section interdite de Poudlard. Enfin, c'est fait pour bénéficier à tout le monde. Donc c'est vrai que si on n'a pas ce lien entre les scientifiques et le public, autre que telle nouvelle étude dit qu'il y a un lien entre ceci et cela, avoir une vraie discussion, c'est super important parce que sinon, mais en fait, à qui ça bénéficie? Bien sûr, il y aura des applications, bien sûr, il y aura même des commercialisations qui pourront avoir lieu grâce à la recherche, mais l'idée, c'est quand même que ça bénéficie au plus grand nombre et ça inclut les citoyens qui en font bien l'usage qu'ils veulent et c'est pas obligé de vendre tout et n'importe quoi. Tout à fait. Johan qui disait que c'est important que le public sache ce qui se passe dans les laboratoires. Donc je lui ai demandé de détailler un petit peu pour comprendre son argumentaire par rapport à ça. Je pense que rien que... Après, ça peut être un peu technique et un peu rebutant, donc c'est peut-être pas le premier truc qu'il faut aborder pour du grand public qui vient pour se détendre, parce que souvent les gens qui viennent pour une conférence à 18h le vendredi, ils veulent aussi un petit peu du fun, quoi. Enfin, c'est pas pour replonger dans un truc aride et pas forcément très fun. Mais je pense, bon, Johan va peut-être répondre et détailler, mais rien que l'élaboration d'un protocole scientifique, parce que j'en parlais tout à l'heure, quand on réfléchit à une expérience en éthologie,
On essaie de poser une question à l'animal, mais nous sommes des êtres humains, et comme j'aime beaucoup le rappeler, même si vous avez vécu avec un chat ou une perruche toute votre vie, ça reste, à mon sens, un alien, avec ses codes sociaux qui lui sont propres, son monde perceptif qui lui est propre. Un chat, une perruche ne voit pas, ne sent pas, n'entend pas comme vous, donc sa vision du monde est forcément très différente de la vôtre, et même si vous mettez les meilleures intentions pour bien vous occuper de lui, bah, y a des fois des choses que nous on ne peut pas comprendre, mais pas parce qu'on fait pas d'efforts, parce que nos yeux ne permettent pas de voir des couleurs que lui voit, ou d'entendre des choses que nous on ne peut pas percevoir. Donc j'aime bien rappeler ça, que même en tant qu'humain, on essaie de comprendre le monde, mais on a forcément des cartes manquantes. Enfin, on ne peut pas tout comprendre. Et quand on essaie de poser une question à un animal, il faut créer un protocole, une expérience qui permette de répondre à cette question-là, mais il faut s'assurer qu'on n'a pas oublié d'autres choses, et c'est extrêmement compliqué. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça de manière un peu plus concrète, mais par exemple, je sais pas, moi, si je veux m'assurer que si une perruche résout un problème, c'est vraiment parce qu'elle a bien compris le fonctionnement et pas parce que, en gros, elle le fait au hasard. Bah, il faut faire plein de tests différents pour s'assurer qu'elle peut pas l'ouvrir par hasard, et c'est bien qu'elle a compris comment fonctionnait l'ouverture de la boîte. Et pour ça, il faut avoir créé la bonne boîte. il faut tester plein de choses. Et ça prend du temps, et je pense que rien que ça peut paraître un peu nébuleux, de se dire, ah bah ouais, ok, comment tu fais pour montrer qu'une perruche a appris à ouvrir une boîte? Bah ouais, il faut prendre plein de variables en compte, tester des choses, se rendre compte que ça n'a pas marché. Et rien que ça, je pense que la méthode scientifique, la manière dont on l'applique, comment est-ce qu'on teste une hypothèse, quels résultats en découlent, et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Parce que là aussi, des fois, on trouve des résultats. Ok, ma perruche donne plus à manger à son frère ou à sa sœur qu'à un autre, mais est-ce qu'il donne plus à manger à son frère parce que c'est un mâle et que du coup le mâle l'a bolossé et qu'il l'a forcé à lui donner à manger? Est-ce qu'il lui donne plus à manger parce qu'il y a une relation d'affinité, d'émotion qui fait qu'il va avoir plus envie de lui donner? Est-ce que 2 heures avant, il y a eu un échange et du coup, ce que j'observe, c'est la réciprocité d'un échange qui a eu lieu 2 heures avant? Enfin, il y a plein de choses à observer, et enfin, c'est pas facile à mettre en place, quoi. Et rien que ça, la rigueur scientifique, c'est quelque chose, je pense, qui peut paraître aride, qui peut paraître, on peut le dire, même carrément chiant. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça de manière instructive, sympa, sans que ce soit quelque chose juste bardé de contraintes? Bah, c'est pas facile, mais je pense que c'est aussi nécessaire. Alors, je suis désolée, il y aura peut-être du bruit parce que mon voisin fait du bricolage au-dessus. Donc je reprends un petit peu les propos de Johan, qui disait que globalement le public ne sait pas ce qui se passe dans les labos, et même ne sait pas forcément pourquoi on fait de la recherche, et qu'il faut vraiment arriver à un moment de crise comme dans le cas de la pandémie actuelle pour se souvenir, ah mais oui c'est vrai, c'est pour ça qu'ils font ça. Et il disait à ce moment, il est impératif que le public ait une vision claire de l'état des connaissances, et je pense qu'il tape dans le juste. Et bon, alors après c'est tout un autre sujet sur lequel on va pas élaborer parce que ça fait bientôt ça fait déjà 1h40 qu'on est là. Mais effectivement, il y a beaucoup de fantasmes et d'erreurs de vision sur la recherche. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit ça sert à rien, en particulier la recherche fondamentale, ça sert à quoi? On s'en fout. Et de l'autre, c'est vous devriez tout savoir et fournir des solutions. Également, alors je lis son commentaire également, lorsque la recherche est publique, je considère qu'éthiquement, ce qui s'y est fait doit être public également, donc il fait écho à ce que tu dis, sans oublier, par contraste, qu'il ne faut pas se précipiter sur le premier résultat. C'est vrai. Et un point aussi qui peut sembler évident, mais je trouve ça important aussi de rappeler que les chercheurs et les chercheuses sont des êtres humains comme les autres. Je parlais tout à l'heure un petit peu d'anthropomorphisme, du fait qu'il y a des comportements animaux qu'on peut facilement interpréter comme proches de ce que nous, êtres humains, on ferait dans la même situation. Et on a beau être éthologue, on a beau travailler depuis 4 ans avec des animaux, on s'y attache et on peut projeter des choses qui ne sont pas la réalité dessus. Et je trouve ça important de dire que personne n'est infaillible. Enfin, moi, la première, quand je passais du temps avec mes choukas et quand je savais qu'il y en avait un qui était plus aventureux qu'un autre, ou on peut inférer des choses en disant « Oh, lui, à tous les coups, il va faire ça la prochaine fois ». Et il faut essayer de rester le plus objectif possible et ne pas projeter et ne pas anticiper quelque chose que l'animal va faire. Et ça marche avec toutes les sciences, hein, mais je pense que ça reste important de se dire qu'un être humain reste
un être humain, avec ses biais, avec ses erreurs, avec ses idées, ses passions, qu'il y a des jours où il va être en moins bonne forme qu'un autre et que ça peut se ressentir dans la manière dont il va faire sa recherche. Et des erreurs d'interprétation en comportement animal, il y en a tout plein. Enfin, parce qu'on essaye de comprendre un monde qui nous est encore inconnu et qui sera sans doute inconnu encore très longtemps parce que on n'a aucun moyen d'échanger sur les émotions qui traversent un bourdon ou un macaque quand on l'observe faire quelque chose. On peut que supposer en voyant de l'extérieur. Mais si on réfléchit un petit peu, quand on regarde d'autres êtres humains agir, si on n'a pas la possibilité de leur poser la question de pourquoi ils ont fait ça, si des fois c'est un comportement qui peut nous sembler tout à fait absurde, bah on peut faire que des hypothèses sans avoir la réponse. Et quand on étudie le comportement animal, c'est un peu ça, de se dire je ne peux que regarder ce qui se passe d'extérieur, peut-être éventuellement quelques données physio quand je peux mesurer la température, récupérer un échantillon de sang, ce genre de choses, mais il y a des choses qui nous restent complètement interdites et ça reste propre à l'être humain et à sa vision, et il faut garder l'idée que la recherche est pleine de biais et que notamment quand on étudie le comportement animal, l'être humain est beaucoup partie de ce que lui savait. Pendant très longtemps, la recherche en comportement animal, c'est ok, l'humain sait faire tout ça, en quoi est-ce qu'on est meilleur que les autres espèces? Est-ce que les autres espèces savent faire du feu, savent rire, savent faire des outils? On est toujours parti de ce que l'humain savait faire pour voir si ça y était ailleurs. Et je ne pense pas forcément que ce soit la meilleure chose à faire, parce que les animaux, certains savent faire plein de choses que nous, on est totalement capables de faire. L'écolocalisation... on a inventé le sonar, mais ça remplacera jamais la sensation qu'aurait une chauve-souris ou un dauphin pour trouver sa proie. Jusqu'à preuve du contraire, on ne pourra pas reproduire ce que c'est que la sensation d'entendre des ultrasons ou des infrasons si c'était intégré dans notre système biologique mécanique, quoi. Et je pense qu'on est tellement loin de savoir tout ce que les animaux sont capables de faire. Enfin, l'éthologie, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une science assez neuve, finalement. Enfin, le seul prix qui a récompensé des éthologues, c'était 73, 79, j'ai un vieux doute. C'est un prix Nobel, et ils étaient 3 dessus. Il n'y a même pas eu une personne qui a été récompensée, mais 3 gars. Et on va dire qu'officiellement, on va dire que les premiers éthologues, après il y avait aussi beaucoup de psychologues, beaucoup de biologistes qui sont intéressés au comportement. Ça date du début du XXe siècle, en fait. Et on s'est quand même beaucoup intéressé à l'humain et à essayer de voir ce qui existait ailleurs. J'ai un vieux livre là qui s'appelle L'intelligence animale et qui effectivement remonte même pas au 19e. C'est effectivement une discipline fraîche et c'est bien de le rappeler aussi, de remettre les choses dans le contexte. De se dire que c'est encore neuf et que y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'il y a plein de choses que l'on sait par un prisme qui peut être biaisé, parce que nous sommes tous des êtres humains et qu'on part de notre vécu d'être humain pour regarder ce qui se passe ailleurs. Je pense que c'est une bonne conclusion d'apporter cette option. De dire, quand on fait sa thèse, parfois vulgariser son sujet, c'est quelque chose qui peut non seulement aider à mieux vivre sa thèse, mais aussi apporter un panel de nouvelles nuances à un public qui se rend compte de ce que c'est que le processus de recherche, à qui un thésard peut transmettre son enthousiasme, à qui le thésard peut proposer une invitation aussi à devenir des citoyens chercheurs. Faut pas qu'on oublie que Mary Shelley, elle a écrit Frankenstein parce qu'elle a été inspirée par les conférences de Volta et par les conférences de médecine. Faraday, pareil, il allait voir des conférences quand il était gamin, il a commencé à expérimenter de son côté et c'est devenu un des plus grands scientifiques de son époque. Donc ce lien, il doit exister. On est, comme tu l'as dit, des êtres humains. Et ne serait-ce que pour ça, on a un assez bon prétexte pour se retrouver au milieu, parce qu'on est unis par une même cause, et en plus une volonté de comprendre un monde dans lequel on habite tous ensemble. Donc la vulgarisation, qu'elle soit en recherche ou qu'elle soit en thèse, mais commençons en thèse parce que c'est vraiment nécessaire, pour ceux qui sont en train de péter un plomb en thèse, on pense à vous, elle a un millier de bénéfices. Et plus on y réfléchit, et plus on en trouve. Et je propose qu'on continue d'ouvrir la discussion là-dessus et qu'on continue d'inviter les gens à repenser les aménagements, à repenser la vulgarisation pour que le savoir soit vraiment démocratiquement réparti et ne reste pas l'affaire des personnes qui vont chercher. Oui. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi de m'avoir supporté à piailler tout ce temps.
Et puis j'espère en tout cas s'il y a des gens papy en bonne place. J'espère sincèrement que s'il y a des gens qui aiment la recherche et qui pètent un plomb parce que la thèse, c'est un marathon, on le dit jamais assez, c'est fatigant, on se retrouve parfois seul avec l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, c'est faux, il faut le savoir. Ça reste important de le rappeler, même si on est un petit grain de sable au milieu de la plage, chaque personne qui fait de la recherche fait avancer son domaine à son échelle. Et je pense que pour conclure, si la vulgarisation est un échappatoire qui vous plaît, parce que là aussi je pense que c'est essentiel de faire un truc qui nous plaît et qui nous motive et de ne pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est vraiment une manière rapide d'être reconnu pour son travail, de ne pas être juste vu comme un thésard qui fait ses preuves, parce que ça peut être aussi quelque chose de lourd à porter, alors que quand on est thésard, finalement, on s'est déjà fait une licence, un master 1, un master 2, plein de stages. Moi j'ai fait plein de stages avant de commencer ma thèse, et de se dire qu'on est encore vu comme un apprenti. Dans certains labos, on est aussi vu comme celui qui va rester que 3 ans, le CDD de passage, parce que face à des gens qui vont rester là à 30 ans, bah oui, le thésard, il est éphémère. Et bien, je pense que c'est une bonne manière de se construire une reconnaissance, un retour, et d'avoir une valorisation de son travail qui fait toujours du bien au moral. Et c'est important d'avoir le moral malgré tout, même quand tout ne va pas comme on le souhaite. Ça peut être une bonne soupape de sécurité. Chérissons ces personnes qui rendent le monde toujours plus merveilleux et reconnaissons ce qu'ils nous apportent dans la vie de tous les jours, de progrès et d'émerveillement. Merci encore. Est-ce que tu veux pointer les gens dans certaines directions, vers certains contenus que tu produis ? Alors là comme ça, je pense que le plus simple, c'est, si ça vous a intéressé bien entendu, que vous pourrez retrouver mes travaux de vulgarisation et pas mal de mes conférences, notamment celle des Geek Fairies on the Web dont on parlait au début, sur mon site qui est lenidepie.com, www.lenidepie.com, et je pense que à peu près tout ce qui pourrait vous relier à mon travail de vulgarisation s'y trouve. Il y a les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et depuis peu YouTube. J'ai posté qu'une conférence, mais c'est déjà ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir sur les réseaux et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et voilà. Tu dois pas quelqu'un de bien. Mais toi aussi, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé parler tout ce temps. C'était super chouette d'avoir ton recul et tu dis que tu piailles, mais en fait je trouve que tu enrichis toujours et tu étoffes toujours l'argument qui arrive après. On se demande où ça va et puis ensuite quand on entend on fait bien joué. En fait c'était l'idée. En fait elle savait où elle allait. Donc merci beaucoup d'avoir enrichi la conversation pendant près de 2 heures, c'était super chouette. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on va se retrouver donc dans 2 semaines, puisque maintenant ça va être un dimanche sur 2 à 16h30. Donc dans 2 semaines pour un nouveau Salon de thé, le numéro 10, où j'espère vous retrouver nombreux. Bonne fin de journée. Bonne fin de... Oups, mais enfin, fichtre. Bonne fin de journée, bonne fin de week-end. Et puis à dans 2 semaines. Salut à tous.